Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. C'est aux musulmans et non à l'État d'organiser l'islam en France, selon les préconisations d'un rapport sénatorial. Pour les parlementaires, il faut aussi limiter l'influence des pays d'origine en matière de financement des mosquées et de formation des imams. Le débat est à suivre. Bercy renonce à son plan de 50 milliards d'euros d'économies à la veille du débat d'orientation budgétaire au Sénat. Le gouvernement a revu à la hausse le montant des dépenses de l'État pour 2017, sans modifier son objectif de réduction du déficit. Analyse et décryptage dans un instant. Suite de l'examen de la loi Sapin 2 sur la transparence et la lutte contre la corruption. On s'arrêtera dans cette édition sur la protection des lanceurs d'alerte et les dispositions contenues dans ce texte pour leur donner un véritable statut. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat 360. Pour m'accompagner jusqu'à 18h30 cet après-midi, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la loi travail adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, faute de dépôt d'une motion de censure, au lendemain d'un deuxième recours au 49.3 par le gouvernement, la nouvelle tentative de motion de gauche a en effet encore échoué à 2 signatures près. La droite, à la différence du mois de mai, n'avait pas déposé cette fois de motion. Le texte sera de retour au Sénat en séance le lundi 18 juillet. Je vous le disais en titre, un rapport du Sénat préconise de laisser aux musulmans la responsabilité de l'organisation de l'islam en France, s'appuyant sur le fragile bilan du Conseil français du culte musulman, Mounir Soussi. Passer d'un islam en France à un islam de France. La nuance est mince mais essentielle. Dans son rapport d'information, la mission du Sénat identifie plusieurs axes de travail pour permettre cette transition. Premier objectif, former les imams sur le territoire. Aujourd'hui, 301 imams étrangers détachés en France prêchent dans les 2500 lieux de culte répertoriés. Une présence précieuse, mais pas forcément adaptée quand les religieux ont une maîtrise limitée du français. Aujourd'hui, 3 établissements de formation existent dans le pays. Il est évident que cette connaissance du contexte français est indispensable lorsqu'on veut véritablement rencontrer la population et tenir un discours religieux à son égard. On ne peut pas comme ça, il faut le texte dans le contexte. Le rapport révèle une fracture entre les fidèles et leurs organes de représentation. Le CFCM, créé en 2003, souffre d'un déficit de légitimité. Les sénateurs appellent les responsables du Conseil français du culte musulman à se réformer pour rétablir le lien. Il semblerait logique que l'ensemble des différentes associations, fédérations, tendances puissent être représentés dans cette instance, puisque les musulmans en France sont divers. Les luttes de pouvoir entre élus algériens, marocains ou turcs paralysent les instances. La place des financements étrangers est aussi déterminante pour l'autonomie de l'islam français. Afin de lever les doutes et les suspicions, la mission propose que tous les fonds étrangers transitent par la Fondation des œuvres islamiques pour permettre une traçabilité et une transparence incontestables. Et on reparlera des propositions parlementaires dans notre débat à 17h. À la veille du débat parlementaire sur l'orientation des finances publiques, Bercy abandonne son plan de 50 milliards d'euros d'économies. C'était pourtant un élément déterminant pour répondre aux exigences de Bruxelles sur les déficits publics. Marie Brémaud. Oublier les 50 milliards d'euros d'économies promis il y a 2 mois à la Commission européenne. Oublier les bonnes résolutions budgétaires. Le gouvernement prévoit une augmentation des dépenses de 5,6 milliards d'euros par rapport au montant envisagé dans le programme de stabilité 2016-2019. En cause, les nouvelles dépenses annoncées comme le dégel du point d'indice des fonctionnaires, le soutien à l'élevage ou le renforcement des moyens de la police. Mais pour l'opposition, c'est avant tout l'illustration d'une mauvaise gestion budgétaire et de cadeaux électoraux engagés à 9 mois de l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est des annonces à crédit et on profite peut-être un peu de l'incertitude en Europe en ce moment avec notamment le Brexit pour se dire la Commission va peut-être être plus accommodante avec la France. Profitons-en pour faire des cadeaux électoraux payés à crédit. Mais pour les socialistes, pas de changement de cap, l'essentiel est ailleurs. Non, l'objectif n'est pas remis en cause. L'objectif, c'est d'atteindre un déficit inférieur à 3% en 2017. Voilà, c'est l'objectif. Et après, les ajustements peuvent avoir lieu
Ils peuvent être plus ou moins heureux, appréciés, selon le côté de l'hémicycle dans lequel on est assis et le soutien qu'on apporte au gouvernement parce qu'on est dans sa majorité. Voilà, là on est dans la politique ordinaire, simple. Un optimisme non partagé par la Cour des comptes, très sceptique sur les objectifs affichés pour 2017. Et on débute notre multiplex. On retrouve tout de suite Tam Tranui qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Tam. Alors petite parenthèse cet après-midi dans les débats autour de la loi Sapin 2. Les sénateurs ont adopté le projet de loi organique sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats. En quoi consiste ce texte, Tam ? Mais écoutez, ce texte a été tout à l'heure adopté très largement par 322 voix pour et 0 contre. Alors je vous le disais, c'est une parenthèse qui partage tout de même quelques points communs avec la loi Sapin 2. Alors anecdotiquement, c'est le même rapporteur, le sénateur Les Républicains, François Pillet. Et puis, ce sont deux textes qui visent tous deux plus de transparence, l'un dans la vie économique et pour le texte adopté tout à l'heure, dans le domaine de la magistrature. Alors le projet de loi organique adopté porte sur le recrutement des magistrats, sur leur statut, leur déontologie ainsi que sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et comporte des mesures plutôt techniques consensuelles pour plus d'impartialité et plus de transparence. Un bémol toutefois, à gauche comme à droite, certains ont regretté qu'on ne soit pas allé plus loin, notamment le sénateur Les Républicains Hugues Portelli, qui a estimé que le problème c'est que tant qu'il n'y a pas de majorité pour la grande réforme constitutionnelle sur l'indépendance du parquet et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, il est impossible d'en faire plus. En tout cas, tout à l'heure, le garde des Sceaux s'est félicité du compromis auquel sont arrivés les deux chambres. Écoutez-le. Agréable quand une commission mixte paritaire aboutit, surtout quand c'est un texte qui relève du ministère de la Justice, puisque c'est un sujet que nous avons eu l'occasion d'évoquer en parlant du XXIe siècle. Et donc je me félicite que vous ayez pu construire un compromis le 22 juin sous la responsabilité éclairée du président de la commission mixte paritaire, qui, sauf erreur de ma part, était le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, ce qui me permet à cette occasion de le remercier, ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce succès, qu'ils soient membres de votre Assemblée ou celle de l'Assemblée nationale. Alors le ministre de la Justice, vous l'avez entendu, il est tout sourire, mais il fait aussi référence à la loi sur la justice du XXIe siècle. Parce qu'au départ, à l'automne dernier, les deux textes avaient été débattus ensemble et mettaient tout le monde d'accord. Mais leur destinée a été différente puisque, je vous l'ai dit, le texte sur les magistrats et leur impartialité a été adopté sans aucun souci, alors que le texte sur la justice du XXIe siècle fait l'objet, lui, d'un véritable bras de fer entre le Sénat et le gouvernement, car de très nombreuses dispositions ont été rajoutées lors de la lecture à l'Assemblée nationale, et cela sans que la Haute Assemblée puisse s'en saisir, d'où l'échec de la commission mixte paritaire. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Et on continue notre multiplex avec Saveria Rojek qui nous attend en direct de la salle des conférences. Saveria, vous êtes avec le sénateur Les Républicains des Vosges, Daniel Grémillet, pour des dispositions contenues dans le texte Sapin 2 qui concernent le rachat des terres agricoles par des Chinois. Absolument Delphine, on aborde aujourd'hui cet après-midi dans la loi Sapin 2 toutes les mesures qui concernent la spéculation foncière sur les terres agricoles. Vous avez déposé des amendements spécifiquement sur cette question. Concrètement, comment on lutte contre ce type de spéculation ? Ce qu'il faut, c'est permettre aux agriculteurs dont l'activité, c'est effectivement de cultiver les terres, de garder leur métier. Or, le texte qui sortait de l'Assemblée nationale était une véritable intrusion dans le métier, dans l'activité au quotidien des agriculteurs. Et ce qu'on cherche, c'est éviter la spéculation, la financiarisation du foncier. Donc on a mis en place un système qui mettait à l'abri les agriculteurs dont l'activité, c'est de cultiver la terre, par rapport à des spéculateurs qui voudraient acheter des surfaces considérables. Et pour ceux-ci, on est obligé de créer une société spécifique pour porter ce foncier-là. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, pour vous, la version de l'Assemblée, elle n'était pas viable. Il fallait séparer le capital au sein même d'une exploitation, et c'est ça qui mettait en péril beaucoup de petites exploitations, de séparer le capital. Ce qui sortait de l'Assemblée nationale tuait l'agriculture paysanne, c'est-à-dire qu'on séparait la terre de l'activité agricole, du métier de paysan. C'est pas concevable. Le métier de paysan, il est lié à la terre. Et le ministère l'a reconnu d'ailleurs. Effectivement, je crois que ce qui est sorti de l'Assemblée nationale ne pouvait pas fonctionner. D'ailleurs, je ne sais même pas si, en termes de droit, il était vraiment en capacité d'être appliqué. Par contre, ce qu'on a mis en place d'une manière urgente, c'est effectivement cette capacité de lutter contre la spéculation financière et financiarisation. Et surtout, l'objectif, c'est
à terme, et d'ailleurs je travaillerai au projet d'une PPL, sur un projet de loi pour le foncier et pour le fermage. Il faut remettre l'agriculteur au centre du débat, le statut de l'agriculteur. Mais de quelle façon concrètement votre rédaction, la version du Sénat, va permettre de lutter contre cet accaparement des terres via des montages financiers? Tout simplement. Bien. Tout simplement. C'est les droits de préemption C'est de donner à la SAFER le droit de préemption sur des parts de GFA, de structures porteuses de foncier, puisque dès lors que vous aurez une surface en propriété supérieure à une surface par département, qui est ce qu'on appelle le seuil de contrôle, eh bien, vous serez obligé de le dédier, ce foncier, dans une structure spécifique. Donc ça ne concerne pas les agriculteurs dont le métier c'est de vivre de l'agriculture, ça concerne tout simplement celles et ceux qui voudraient acheter de la terre, et au-delà d'une certaine surface, ils sont obligés de le mettre dans une société spécifique, et la SAFER a le droit de préempter sur, effectivement, en cas de revente, comme on a eu la situation avec les 1700 hectares dernièrement. Très bien, et vous le disiez justement à l'instant, vous voulez encore aller plus loin et déposer une proposition de loi sur le foncier agricole. Pour vous, il faut remettre le statut de l'agriculteur au centre des débats. Complètement. Je vous rappelle que le texte de loi qui était déposé à l'entrée à l'Assemblée nationale n'évoquait pas du tout la question foncière. C'est un sujet lourd, compliqué, avec beaucoup d'incidences. On ne peut pas discuter et modifier ça sur le coin de la table. C'est trop sérieux, ça a trop de conséquences à la fois pour notre agriculture, pour nos territoires, et puis aussi pour le respect du droit de propriété, des familles, etc. Donc c'est des sujets vraiment de fond pour notre agriculture à la française. Très bien. Merci beaucoup Daniel Gomier d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vais vous laisser tout de suite retourner dans l'hémicycle. Merci. Merci beaucoup, Saveria. Dans le reste de l'actualité politique, Nicolas Hulot ne sera pas candidat à la présidentielle de 2017. Il l'a annoncé hier à la surprise générale, ce qui ouvre la voie à une candidature Europe Écologie Les Verts, mais qui pour porter les couleurs d'un parti déjà très affaibli? Élément de réponse avec Stéphane Amalian. Sa décision est tombée hier soir sur les réseaux sociaux. Elle rabat les cartes chez les écologistes, car l'ancien animateur d'Ushuaïa semblait faire consensus. Selon un récent sondage, 24% des interrogés disaient pouvoir voter pour lui, loin devant Cécile Duflot, au plus bas dans les intentions de vote. Et je note surtout, à travers le retrait de Nicolas Hulot et le fait que Cécile Duflot aujourd'hui est extrêmement basse dans les sondages, qu'aller à la présidentielle avec une autonomie des écologistes aujourd'hui, dans le cadre tel qu'il est, ne semble pas susciter une grande adhésion populaire. Le parti est fragilisé depuis le départ de certains cadres l'été dernier, entrés depuis au gouvernement. Beaucoup comptaient sur la candidature sans étiquette de Nicolas Hulot pour représenter les Verts. Mais désormais sans leader, Europe Écologie Les Verts pourrait se résoudre à présenter un candidat à la primaire organisée par le PS. De toute façon, nous avons acté la primaire. Donc il est logique qu'il y ait un candidat des Verts dans le cadre de cette primaire. Ça aurait pu être Nicolas Hulot, ça sera quelqu'un d'autre, c'est à eux de décider. De toute façon, il y aura une primaire. Pour la direction du parti, pas question de soutenir le bilan du gouvernement. La participation à la primaire s'inscrirait dans une logique contestataire afin de nouer des alliances avec les frondeurs pour le second tour. La loi Sapin devait permettre de protéger les lanceurs d'alerte, mais le Sénat en a décidé autrement. Actuellement en débat, le texte a été remanié par la majorité de droite. Pourtant, ces vigies ont besoin d'être protégées, car après avoir exercé leur rôle d'alerte, elles peuvent être poursuivies par la justice ou encore perdre leur emploi. Reportage de Géraldine Bavoilot. En 2008, Stéphanie Gibault, cadre à la banque UBS, dénonce aux douanes judiciaires les pratiques illégales de son employeur. On m'a demandé de sortir de la banque des documents, dans mon périmètre professionnel, mais aussi des documents qui n'étaient pas, ou des informations qui n'étaient pas dans ma responsabilité. Donc on m'a mise en risque, on m'a utilisé et on m'a complètement jeté. Où sommes-nous protégés? Qui est protégé? Quel lanceur d'alerte en France est protégé? Aujourd'hui, elle en paie lourdement le prix. Depuis 4 ans, elle ne trouve pas de travail et vit dans la précarité. Protéger les lanceurs d'alerte, c'est l'une des ambitions du projet de loi Sapin 2. Le texte vient d'arriver au Sénat et la commission des lois a adopté un statut plus restrictif et peu protecteur. Le Sénat a établi un équilibre sur les lanceurs d'alerte qui peut, me semble-t-il, permettre de préserver ce qui est l'alerte éthique. L'alerte éthique.
de ce qui peut être quelquefois d'un domaine un peu plus obscur. C'est celui qui, pour une raison personnelle, a lancé une alerte qui pourrait s'assimiler à une rumeur. C'est celui qui est, je disais tout à l'heure, le petit soldat d'un concurrent pour couler une autre entreprise. La commission des lois du Sénat redoute de faux lanceurs d'alerte. Elle a donc établi des conditions à remplir. Effectuer une procédure pour avertir sa hiérarchie. Et le droit d'alerte ne s'appliquera qu'aux affaires financières et commerciales. Pour le sénateur Alain Anziani, ces conditions posent problème. Je trouve dommage d'avoir une définition aussi restreinte alors qu'on aurait pu même inventer une définition un peu plus large et notamment en prenant en compte tous les faits qui sont les faits européens, internationaux. Il y a une sorte de peur dans le monde politique en disant si on ouvre la porte, on ne sait pas où on va. Et demain, on va avoir des délateurs, on va avoir des dénonciateurs, on entend souvent cette expression. Et moi, ce que je dis, non, c'est pas de la délation, c'est pas parce qu'il y a aussi un statut qui est encadré, il y a une responsabilité du lanceur d'alerte. Donc n'ayons pas peur. William Bourdon défend des lanceurs d'alerte et il juge la position du Sénat trop conservatrice. On voit bien l'utilisation démagogique qui est faite de l'angoisse que nous avons tous, de vivre demain dans une société de délateurs, de mouchards et de corbeaux. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Puisqu'il y a une exigence pour le lanceur d'alerte, quelle que soit l'alerte qu'il va provoquer, de bonne foi. Dernièrement, la justice s'est prononcée en faveur de la protection des lanceurs d'alerte en annulant le licenciement d'un salarié qui avait dénoncé des actes illicites sur son lieu de travail. Éric Alt, magistrat, vice-président d'Anticor, est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Éric Alt, bonjour. Bonjour. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez nous définir pour vous ce qu'est un lanceur d'alerte? Alors je pense qu'on peut se référer à ce que proposait le Conseil d'État, à ce que suggérait le Conseil d'État. Donc le lanceur d'alerte est quelqu'un qui signale des faits qui peuvent être des manquements à la loi ou des manquements graves qui peuvent porter préjudice à l'intérêt général. Je pense qu'il faut retenir une définition relativement extensive du lanceur d'alerte. Vous avez vu que ce soit l'Assemblée, que le Sénat, chacun y va un petit peu de sa propre définition. Selon la Commission des lois au Sénat, toute personne qui signale dans l'intérêt général, et c'est ce mot qui est très important, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste, de la loi dont il a eu personnellement connaissance. Est-ce que cette définition vous va? Je pense que c'est une définition restrictive. Et c'est dommage, le Conseil d'État appelait à une culture de l'alerte éthique. Parce que nous avons cruellement besoin des lanceurs d'alerte qui connaissent de l'intérieur des faits. Nous avons cruellement besoin d'Irène Frachon. S'il n'y avait pas eu Irène Frachon, aujourd'hui encore, il y aurait des femmes qui prendraient le Mediator dans l'espoir de maigrir, avec toutes les conséquences que l'on sait. S'il n'y avait pas eu Stéphanie Gibault, des milliards continueraient à être perdus. Donc nous en avons cruellement besoin. Et on va à reculons. On va à reculons. Et par exemple, s'il y avait en France l'équivalent d'un Antoine Deltour, donc quelqu'un qui signalerait des faits portant un préjudice grave à l'intérêt général. C'est l'affaire des LuxLeaks. Absolument, Antoine Deltour, jugé il y a très peu de temps. Voilà, Antoine Deltour a signalé des faits qui étaient légaux au Luxembourg, mais qui permettaient à des grandes entreprises de bénéficier de rescrits fiscaux, donc de bénéficier d'abattements considérables sur l'impôt sur les sociétés. Effectivement, c'est l'ensemble des États de l'Union européenne qui étaient volés. Nous avions besoin de cette information. Elle a permis de rapporter sans doute des milliards aux États concernés, mais il a été condamné. Il a été condamné, d'ailleurs pour une peine symbolique mais sévère, de 12 mois d'emprisonnement. Et comment avec sursis. Il a été condamné. Comment est-ce que vous avez perçu ce jugement, vous? Comme une attaque contre les lanceurs d'alerte? Je l'ai perçu comme mauvais encadrement? Comme une sorte d'aberration. Comme une alerte? Comme une sorte d'aberration, parce qu'Antoine Deltour a servi le bien commun, et tous ceux qui ont bénéficié de mécanismes disons, d'optimisation fiscale, pour employer cet euphémisme, tous ceux qui ont bénéficié de façon abusive, qui ont abusé de leurs droits, eh bien, ils continuent à jouir de ce bénéfice, comme si rien ne s'était passé. Pour la commission des lois au Sénat, et notamment pour les sénateurs républicains, le lanceur d'alerte doit être exemplaire. Ils ne sont pas tous exemplaires? Le lanceur d'alerte doit être de bonne foi. Et nous avons... Ça veut dire exemplaire? Je pense qu'il faut au moins que le lanceur d'alerte soit de bonne foi. Et nous avons des lanceurs d'alerte chimiquement purs. Antoine Deltour est quelqu'un qui était désintéressé. Stéphanie Gibault, quelqu'un qui était désintéressé.
Et ensuite, celui qui poursuivrait un objectif personnel, une vengeance par exemple, eh bien, il n'entre pas dans ces définitions du lanceur d'alerte du seul fait que l'exigence de bonne foi n'existerait plus pour lui. Donc il n'aurait pas droit à la protection. Il y a des différences énormes entre ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, ce qui est en train d'être voté au Sénat aujourd'hui dans la loi Sapin 2. C'est quoi? C'est une affaire de gauche et de droite ou c'est une affaire beaucoup plus politique que ce qu'elle n'y paraît? Je pense que les lanceurs d'alerte sont des diseurs de vérité qui révèlent la face d'ombre du pouvoir et que tout le monde n'est pas très enclin à entendre certaines vérités. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire qu'on est en train de mettre un couvercle sur les lanceurs d'alerte? Je veux dire par exemple que lorsque Julian Assange dévoile des faits d'espionnage concernant la France, mais que accorder l'asile à Julian Assange signifierait... Il n'a pas eu cet asile. Il ne l'a pas eu, parce que ça signifierait peut-être vexer les États-Unis. Eh bien, c'est la raison d'État qui l'emporte. Et finalement, certains auraient souhaité quasiment qu'on ne divulgue pas ces faits d'espionnage qui avaient pourtant été commis au préjudice de la France. Vous êtes en train de nous dire que finalement on ne veut pas voir la vérité ou ne pas l'entendre, ne pas accepter cette vérité de la part de ces lanceurs d'alerte? Toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire. En tout cas, tout le monde n'est pas prêt à les entendre. En revanche, la transparence, c'est une vertu démocratique. Et donc les lanceurs d'alerte sont nécessaires à la société démocratique. Et c'est cette contradiction, c'est cette tension qu'il faut résoudre, parce qu'on sent bien qu'il y a besoin de protéger les lanceurs d'alerte. La situation de Stéphanie Gibault et d'autres est scandaleuse. Ils ne sont pas pris en charge. Ils subissent aujourd'hui des conséquences d'un geste désintéressé qui a servi l'intérêt général. Donc on sent bien que cette situation scandaleuse ne peut pas se poursuivre. Il faut faire quelque chose, mais on le fait à reculons. Stéphanie Gibault qui disait dans ce reportage qu'elle a été utilisée puis rejetée, que les parlementaires et le gouvernement parlent mais n'agissent pas. C'est votre sentiment également? Bien, ils parlent beaucoup et ils agissent très modérément. On le voit dans la définition qui a été retenue, on le voit dans cette méfiance vis-à-vis des lanceurs d'alerte. Dans la définition même, dans l'article qui définit le lanceur d'alerte, cette définition restrictive dont on parlait à l'instant, il y a immédiatement la phrase suivante, le rappel de la dénonciation calomnieuse et de l'abus de droit, comme si c'était un élément de la définition. En réalité, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est sanctionné. La dénonciation calomnieuse, la diffamation, l'abus de droit sont sanctionnés par ailleurs. Mais cette méfiance est telle que le Sénat a jugé utile de l'introduire dans la définition même du lanceur d'alerte, ce qui est quand même le symptôme d'un rapport à l'alerte éthique, symptôme d'une méfiance. Bizarre, étrange, vis-à-vis de l'alerte éthique. Bon, c'est une méfiance, c'est votre sentiment en tout cas. La loi Sapin 2, c'est une loi où il y a beaucoup de choses. À l'intérieur, on y a mis la défense des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi spécifique à ces personnalités? Alors, disons, la loi Sapin 2... Vous le réclamez aujourd'hui? La loi Sapin 2, c'est 172 amendements. S'il n'y avait pas eu l'opportunité d'introduire cet amendement dans la loi Sapin 2, le gouvernement a d'ailleurs été bienveillant pour accueillir cet amendement. Ah ben vous voyez, il n'y a pas eu d'envie forcément de mettre le couvercle. Il aurait pu dire article 40, ça coûte de l'argent de donner cette compétence aux défenseurs des droits. Non, le gouvernement a été bienveillant. Il a accueilli cet amendement. S'il n'y avait pas eu la possibilité d'introduire cet amendement dans la loi Sapin 2, il n'y aurait rien eu. Cela dit, il aurait peut-être été préférable que le gouvernement lui-même se fasse une opinion et propose sa version du lanceur d'alerte. Bon, le Conseil d'État a fait le travail à sa place et son rapport est sorti en temps opportun. Est-ce qu'il faut rémunérer les lanceurs d'alerte? Je pense que les lanceurs d'alerte doivent être indemnisés pour le préjudice qu'ils subissent du fait d'avoir lancé l'alerte. Ils doivent être indemnisés totalement. Si Stéphanie Gibault ne retrouve pas de travail, elle doit être indemnisée, mais il ne doit pas être rémunérée, il ne doit pas y avoir d'intérêt. C'est quelque chose de différent. Et qui doit payer? Le gouvernement? Qui doit le faire? Le défenseur des droits, alors que l'article a été supprimé au Sénat? Le défenseur des droits, il a la possibilité de soutenir le lanceur d'alerte. Il doit avancer l'argent. Et d'avancer l'argent, et la procédure suivra son cours devant le juge. Mais non, disons, l'intérêt général est bien servi par le lanceur d'alerte, et c'est donc nous tous, contribuables, qui pouvons subvenir à quelques dizaines de lanceurs d'alerte, car ce ne sont quand même pas
des foules de lanceurs d'alerte qui se présentent. Ce sont quelques dizaines de personnes qui méritent protection. Il nous reste 30 secondes, Eric Alt. Et si l'Europe aussi, il faut peut-être qu'elle s'en mêle un petit peu. Le secret des affaires est un grand problème. Il y a des interstices dans cette direction, dans cette directive sur le secret des affaires, des interstices qui permettent aux lanceurs d'alerte de jouer leur rôle, mais il faudrait effectivement un statut européen du lanceur d'alerte. Le Conseil de l'Europe l'a proposé, il reste aux autorités de Bruxelles à s'en saisir. Merci beaucoup Eric Alt, vice-président de Anticor. Merci Mickaël. Et on reste sur ce projet de loi Sapin 2 puisqu'il y a aussi la question de la rémunération des dirigeants dans ce projet de loi. Le débat est relancé avec l'ancien patron d'Alstom, Patrick Cron. Les actionnaires ont retoqué hier sa rémunération, une décision qui intervient après la polémique déclenchée début mai par la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn. Les explications de Julie Hunin. C'est une nouvelle petite révolution dans le monde des grandes entreprises. L'Assemblée générale des actionnaires d'Alstom a voté hier à 62% contre la rémunération de Patrick Cron, l'ancien PDG du groupe industriel français. Il devait toucher un peu plus de 6 millions d'euros. Si pour l'instant l'avis de l'Assemblée générale n'est que consultative, les choses pourraient bien changer avec la loi Sapin 2. Déjà adopté à l'Assemblée, un amendement rend contraignant le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Il faut qu'on puisse garder la raison dans les rémunérations des dirigeants. Il faut à la fois, bien entendu, que les grandes entreprises françaises aient des dirigeants de qualité. Il faut que ces rémunérations soient liées en même temps aux performances de l'entreprise. Ce qui est choquant parfois, c'est d'avoir une déconnexion totale entre le niveau très élevé des salaires et la performance réelle de l'entreprise. Au Sénat, la droite a pourtant fait évoluer le texte. Oui pour un avis contraignant des actionnaires, mais uniquement tous les 3 ans. Insuffisant pour le groupe écologiste. La part importante de la rémunération qui relève de la part variable en fonction des résultats, et on sait que les résultats, c'est aussi la manière comptable de présenter les choses. Si on n'a pas un rendez-vous annuel et qui soit contraignant, nous ne régulons rien. Si la loi n'est pas encore applicable, dès aujourd'hui le MEDEF recommande lui aussi de se soumettre à la décision des actionnaires concernant la rémunération des dirigeants. Chez Alstom, c'est pourtant bien le conseil d'administration qui aura le dernier mot dans les jours à venir, une décision très attendue. Dans le reste de l'actualité parlementaire, cette question, comment concilier Internet et liberté de la presse? Ce matin, une mission d'information du Sénat a présenté 18 préconisations pour moderniser la loi de 1881, comme nous l'explique Jordan Klein. Internet a révolutionné notre manière de s'informer. Twitter, Facebook, Instagram. Conséquence, 135 ans après, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est plus adaptée. Pour l'actualiser, les sénateurs se saisissent du problème à travers une mission d'information. C'est une loi qui a été élaborée à une date où il n'y avait que la presse écrite. Et même s'il y a eu des corrections, des améliorations, des adaptations de cette loi en fonction de l'audiovisuel et d'Internet, aujourd'hui, force est de constater que certaines dérives sur Internet et les réseaux sociaux sont telles qu'il faut encore adapter cette loi. Parmi les préconisations, l'instauration du droit de réponse sur Internet, même si la manière de l'appliquer n'est pas encore définie. Prolonger le délai de prescription à 1 an. Aujourd'hui, pour porter plainte en diffamation, le délai maximum est de 3 mois à partir de la première mise en ligne. Ce que nous voulons, c'est effectivement, c'est une tâche extrêmement compliquée, essayer de faire qu'Internet ne soit pas une zone de non-droit et que le citoyen qui se trouve agressé, humilié, injurié sur Internet puisse avoir par des réactions simples, par des techniques simples, la possibilité de réagir sans pour autant être obligé de s'offrir une batterie de spécialistes, avocats, experts et techniciens en matière d'Internet. Ces 18 propositions resteront dans le domaine de la mission d'information. Pour l'instant, aucun texte de loi n'est prévu. Il est 17h, toujours en direct sur Public Sénat. Le rappel des titres. C'est aux musulmans et non à l'État d'organiser l'islam en France, selon les préconisations d'un rapport sénatorial. Pour les parlementaires, il faut aussi limiter l'influence des pays d'origine en matière de financement des mosquées et de formation des imams. Le débat est à suivre. Bercy renonce à son plan de 50 milliards d'économies à la veille du débat d'orientation budgétaire au Sénat. Le gouvernement a revu à la hausse le montant des dépenses de l'État pour 2017, sans modifier son objectif
objectifs de réduction du déficit. Analyse et décryptage dans cette édition. Suite de l'examen de la loi Sapin 2 sur la transparence et la lutte contre la corruption. Les sénateurs vont examiner des dispositions sur la rémunération des patrons alors que le débat est relancé sur ce sujet après la décision des actionnaires d'Alstom de retoquer les indemnités de l'ancien PDG Patrick Cron. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner jusqu'à 18h30, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la loi travail adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, faute de dépôt d'une motion de censure, au lendemain d'un deuxième recours au 49.3 par le gouvernement. La nouvelle tentative de motion de gauche a échoué, encore à 2 signatures près. La droite, à la différence du mois de mai, n'avait pas déposé de motion. Le texte sera de retour au Sénat en séance le lundi 18 juillet. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui nous attend toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Tam, la loi Sapin 2 qui va être l'occasion, je le disais, bien de débattre de la rémunération des grands patrons. La rémunération de l'ancien patron d'Alstom, Patrick Cron, fait tousser l'Assemblée générale des actionnaires. Et oui, ce n'est pas la première fois que le salaire d'un grand patron fait scandale. On se rappelle bien sûr du scandale soulevé au mois de mai par la rémunération de Carlos Ghosn, le patron de Renault. C'est plus de 7 millions d'euros prévus pour 2015 qui ont été validés par le conseil d'administration. Cela en dépit de l'opposition de l'Assemblée générale des actionnaires. Colère d'ailleurs, à l'époque on se rappelle des réponses de François Hollande ou encore d'Emmanuel Macron. Et bien ici on a la réponse avec la loi Sapin 2 qui prévoit dans son article 54 bis qui sera débattu d'ici 2 jours, et bien de rendre contraignant le vote de l'Assemblée générale des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises privées. Une mesure qui a été assouplie par la commission des lois du Sénat qui prévoit qu'il y aura bien un vote contraignant de l'Assemblée générale qui interviendra seulement tous les 4 ans sur la politique de rémunération. Et en revanche, le vote annuel sur les rémunérations des dirigeants pour les exercices précédents sera lui simplement consultatif. Ce n'est évidemment pas assez pour le gouvernement. Donc il va y avoir de grands débats en perspective. Notez également l'amendement de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste frondeuse, qui porte, elle, un amendement sur ce point du texte pour sanctionner financièrement les entreprises qui donnent des rémunérations excessives à leurs dirigeants et qui propose de permettre à tous salariés qui le souhaitent d'obtenir bonus, retraite, chapeau ou encore parachute doré. Peu de chances que ça soit adopté. Merci beaucoup Tam pour ces explications et on continue la discussion sur ce point avec Saveria Rojek et votre invitée Saveria, la sénatrice socialiste de Paris Marie-Noëlle Lienemann qui justement a déposé des amendements sur ce sujet. Absolument Delphine, alors avant de parler bien sûr de votre amendement sur la rémunération des grands patrons, une réaction, un mot quand même Marie-Noëlle Lienemann sur l'échec de cette motion de censure. Vous regrettez que 3 mois de lutte contre la loi travail se terminent ainsi ? Oui, je le regrette. D'abord, il y aura un autre examen au Sénat, mais je crains que ça n'ait pas une influence considérable. Je le regrette parce qu'il nous manquait 2 députés. Et en fait, on voit bien que la pression de la direction du Parti socialiste, en dépit d'un large mécontentement des députés, n'a pas permis d'acter que nous voulions censurer le gouvernement. Absolument, certains députés disent avoir refusé de signer pour sauver leur siège. On pense aux investitures des prochaines législatives. Peut-être pas pour sauver leur siège, parce que je crains que ceux qui n'auront pas voté la censure risquent d'avoir aussi un retour de balancier du côté des électeurs, mais qui ne voulaient pas rompre la tradition du Parti socialiste, sauf que la tradition du Parti socialiste, c'est pas non plus de s'asseoir sur l'avis du groupe et de ne pas chercher les compromis. Je vous rappelle qu'il y a des députés non frondeurs qui avaient proposé une amélioration de l'article 2 en sortant les heures supplémentaires, qui était quand même la grande menace du dumping sur les rémunérations et qu'il demeure. Voilà. Alors on en vient maintenant justement à cette question de l'encadrement de la rémunération des grands patrons. Dans la version originale, le vote des actionnaires sur ce salaire des grands patrons, et il était contraignant. La droite sénatoriale, on vient de le dire, on vient de l'expliquer, est revenue sur cette version. Vous allez vous battre en séance justement à travers un amendement pour limiter la portée de cette mesure et pour revenir à la version du gouvernement.
premièrement, revenir à la version de l'Assemblée nationale et qui avait été discutée avec le gouvernement. Enfin, on n'a que des scandales où vous avez les actionnaires qui refusent des hausses scandaleuses de salaire ou des avantages salariaux ou de rémunération abusifs, et le conseil d'administration qui s'assoit dessus. Alors, ça devient la mode. C'est ce qu'on a vu hier avec Patrick Cron, voilà, justement, ça devient la l'ancien mode, PDG d'Alstom. c'est-à-dire l'Assemblée a plus de pouvoir, c'est l'exécutif qui truc, l'Assemblée générale des actionnaires a plus de pouvoir et c'est le conseil d'administration de l'entreprise qui décide. Mais dans quel monde vit-on? Et après, on s'étonne qu'il y ait une crise démocratique dans ce pays. Deuxièmement, je propose que désormais, quand il y a des rémunérations qui dépassent 1 million d'euros, ce qui n'est quand même pas une petite affaire, par an, la société ne puisse plus le défalquer comme on le fait aujourd'hui. Les rémunérations des dirigeants sont défalquées du résultat et du coup, ils payent moins d'impôts. Et pas d'impôt sur cette partie-là. Moi, je dis au-dessus d'1 million d'euros par an, pas par mois, au-dessus d'1 million d'euros par mois de rémunération, tout doit être fiscalisé, ce qui quand même va refroidir les ardeurs de l'entreprise. Alors l'argument de la droite sénatoriale, c'est de dire que c'est contraire à la directive européenne qui doit justement être mise en place en 2017. Oui, c'est d'abord qu'en 2017. Deuxièmement, on peut modifier les directives européennes. Si l'Europe continue sur le chemin qu'elle a pris, c'est-à-dire d'être incapable de régler les problèmes d'emploi, de chômage, de pauvreté pour les plus faibles et d'un laxisme coupable avec les plus importants, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un retour de bâton en Europe. Nous avons besoin d'une réorientation de l'Europe. Nous avons besoin de décisions qui donnent confiance aux citoyens et la France doit prendre une mesure qui va dans ce sens. Par ailleurs, contraire, je ne crois pas qu'on puisse empêcher une entreprise de devoir payer des impôts. Je rappelle que je n'ai pas encadré, c'est encore très modéré et très réformiste. C'est pour ça que j'espère qu'on... Non, c'était de rendre contraignant le vote justement de cette Assemblée des actionnaires. Bien sûr, le contre. Merci beaucoup. C'est essentiel de toute façon. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann. Je vais vous laisser immédiatement retourner en séance pour défendre justement votre amendement. Merci beaucoup Saveria pour cette réaction. Alors que le Sénat a rendu sa copie sur l'organisation et le financement de l'islam en France et préconise une limitation de l'influence des pays d'origine, direction Lyon, la semaine dernière, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, a renoncé à financer un institut culturel musulman au motif que des pays étrangers pourraient venir s'immiscer dans son fonctionnement. Une décision mal comprise sur place. Reportage de Jérôme Rabier. Depuis 2 mois, les engins ont attaqué les travaux aux abords immédiats de la Grande Mosquée de Lyon. Ici, un centre culturel musulman doit voir le jour. Expositions, conférences, laboratoire de langue, salon de thé. Le recteur de la Grande Mosquée qui dirigera la future structure souhaite en faire un lieu ouvert à tous. Notre objectif aujourd'hui, c'est de nous ouvrir encore plus et je souhaite que cet institut soit le point de rencontre entre tous ceux qui veulent vivre ensemble. Un projet à 8 millions d'euros qui devait voir l'État, la région, la métropole et la ville de Lyon participer au financement. L'Algérie et l'Arabie Saoudite apporteront également 1 million d'euros chacun. Mais ce financement étranger a provoqué le retrait de la participation de la région présidée par Laurent Wauquiez, qui l'a signifié dans une lettre adressée au recteur il y a une semaine. Un choix défendu ce week-end au Congrès des Républicains. Nous avons refusé de financer un institut musulman qui voulait être construit à Lyon, payé pour moitié par des fonds venant de pays étrangers. Quand est-ce que nous allons cesser d'accepter que l'Algérie ou des pays du Golfe viennent ici tisser leur réseau à l'ombre de nos mosquées? Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux? C'est la France et ils n'ont rien à faire ici. Un argument fallacieux pour Kamel Kaptan qui assure que Laurent Wauquiez lui avait promis cette aide comme son prédécesseur socialiste Jean-Jacques Kéran. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et effectivement, quand on n'a pas voulu financer, on dit que c'est le financement étranger qui gêne, etc. La mosquée de Lyon a été construite il y a 20 ans sur des fonds saoudiens. Et en 20 ans, nous avons démontré notre capacité de gérer, notre indépendance. Il faudra donc trouver de nouvelles sources de financement, même si les autres collectivités ont maintenu leurs subventions, comme la mairie de Lyon qui l'a voté lundi en conseil municipal. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous allons dans le bon sens, que c'est effectivement un petit pas et que les autorités françaises auraient intérêt à promouvoir un islam de France et qu'aujourd'hui, on ne le fait pas trop, on ne le fait pas assez.
À côté de la mosquée plutôt fermée vue de l'extérieur, ce centre culturel aura une architecture très ouverte, comme un message envoyé aux détracteurs. J'ai toujours voulu que cet institut soit quelque chose d'ouvert, de transparent, qui permette effectivement de montrer notre volonté à l'extérieur, qu'on est ouvert sur le monde, je dirais, et sur la ville. Quoi qu'il arrive, le projet ira à son terme, assure le recteur, avec une ouverture prévue au premier trimestre 2018. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour, sénatrice UDUC de l'Orne. Vous êtes rapporteure de cette mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Merci d'être avec nous. Françoise Laborde est également sur ce plateau. Bonjour, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Vous êtes membre de l'Observatoire de la laïcité. Merci à vous d'être venu. François Grosdidier est également avec nous. Bonjour, sénateur Les Républicains de la Moselle. Vous étiez également membre de cette mission d'information. Et Jacques Bigot nous accompagne également. Bonjour, sénateur socialiste du Bas-Rhin, également vice-président de la mission d'information dont on va parler aujourd'hui. Et puis je précise pour nos téléspectateurs que nous avons souhaité inviter des représentants de la communauté musulmane. Tous ont décliné notre invitation en raison des fêtes de l'Aïd. Nathalie Goulet, on a vu dans ce reportage cette question du financement des lieux à la fois cultuels mais aussi culturels qui pose problème aux élus avec cette décision surprise de Laurent Wauquiez. Dans votre rapport, vous préconisez pourtant de limiter et de faire plus de transparence sur ces financements. Est-ce que vous approuvez pour autant la décision du président de la région Rhône-Alpes, Auvergne ? Très honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment. Je ne suis pas sûre que les motivations soient aussi claires, ni qu'elles soient aussi objectives qu'il le dit, compte tenu d'antériorité sur la question qui me semble pas aussi directe. Les financements étrangers, c'est un vrai problème. Les financements conditionnés éventuellement, mais aussi leur manque de transparence. Donc la mission que nous avons souhaitée au groupe UDI et que nous avons menée pendant 6 mois a rendu un rapport hier qui a été voté à l'unanimité, moins une abstention du Front National. Et donc nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de principes, dont plus de transparence pour les financements, et notamment les financements étrangers. Alors il faut juste dire pour nos auditeurs, qu'il ne peut pas y avoir de financement de l'État. Alors comment on fait justement ? En raison de la laïcité. Voilà, c'est toujours la même histoire, donc forcément il y a des financements étrangers. Donc le problème du financement étranger en lui-même, s'il n'est pas conditionné, n'est pas un problème, la condition d'être transparent, et ça fait partie évidemment des préconisations que nous avons faites. Oui. Alors quel financement ? Qu'est-ce que vous préconisez justement si on ne peut pas avoir un recours à des financements de l'État ? Vous venez de le rappeler Alain. Mais il y a des financements étrangers, il y a la communauté qui peut financer, les communautés peuvent financer elles-mêmes. Ça ne pose aucune difficulté. Ça arrive d'ailleurs, on l'a vu dans nos auditions, à Évry ou ailleurs, dans le 91, il y a beaucoup de communautés qui ont financé elles-mêmes leur mosquée. Et puis, mon voisin a aussi ses méthodes. Alors justement, votre voisin, François Grosdidier, vous, quelles sont vos méthodes ? Écoutez, pour moi, il faut d'abord dire pour moi qui suis républicain et préside les Républicains de la Moselle, ça me fait mal quand j'entends le discours de Laurent Wauquiez parce qu'il est complètement insincère. Refuser le financement étranger, en sachant qu'il ne peut pas y avoir de financement public. Et en sachant que la plupart de nos concitoyens de confession musulmane qui n'appartiennent pas aux catégories CSP+, ne sont pas en capacité de financer des établissements recevant du public à hauteur de leurs besoins, c'est ni plus ni moins interdire de fait les musulmans de pratiquer leur culte. C'est contre la laïcité et c'est contre la République. Alors tout notre problème, c'était quoi ? De dire qu'il doit s'édifier un islam de France et pas en France. C'est à la fois un enjeu intellectuel, parce que l'islam, depuis qu'il existe, doit se contextualiser, c'est-à-dire s'adapter à l'espace et au temps. Mais c'est aussi une question simplement immobilière, de possibilité de pratiquer le culte. Or, s'il n'y a pas de financement public, et il ne peut pas y en avoir en France avec la loi de 1905, même si elle est plus ou moins détournée à la marge, elle l'a même été pour les autres religions. Mais on ne peut pas s'installer dans ce système. Nous avons travaillé au sein de la mission à des moyens, notamment une redevance sur le halal pouvant alimenter cette fondation des œuvres d'islam de France qu'il faut réactiver. Ça suppose de mettre en place ce dispositif, mais ça met aussi les musulmans de France devant leurs responsabilités pour gouverner à la fois le CFCM
et cette fondation. Oui. Jacques Bigot, c'est vrai que dans les préconisations du rapport sénatorial, il y a cette question, bien non pas de confier à l'État, mais aux musulmans eux-mêmes la responsabilité d'organiser le culte musulman. C'est un échec du CFCM, selon vous, qui a été très fragilisé depuis sa création? C'est évident que la loi de 1905 doit être respectée. C'est ce que l'on a affirmé clairement dès le départ de la mission. Et donc à partir de là, l'autre difficulté, c'est l'inorganisation de l'islam en France. Et c'est pour ça qu'on parle d'un islam de France, parce que l'islam de France devra s'organiser. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Église catholique, elle est très clairement organisée, hiérarchisée. Les protestants ont su se regrouper dans une fédération, et la communauté israélite est aussi très organisée. Et donc l'État a des interlocuteurs clairs. Là, l'islam nous n'avons pas d'interlocuteurs clairs au niveau de l'État ou des élus locaux. Et inversement, eux-mêmes n'étant pas organisés, ces financements, ils peuvent venir chez les uns, chez les autres, ils ne sont pas transparents, alors que s'il y avait une fondation, mais que cette fondation qui existe soit plutôt gérée par l'islam et pas forcément par l'État, mais avec une transparence pour qu'on s'assure de ça. Et puis il y a l'autre enjeu qui est l'enjeu de la formation des imams. Il n'est pas concevable que toujours nous ayons des imams qui soient formés à l'étranger et qui viennent ici et qui ne parlent pas le français, alors que les jeunes musulmans de France, de plus en plus, ne parleront pas l'arabe. Ils parleront le français parce qu'ils sont dans la République et qu'ils sont élevés dans nos écoles. On va venir sur cette question de la formation des imams. Votre réaction aux préconisations de ce rapport, Françoise Laborde, vous qui êtes membre de l'Observatoire de la laïcité? Alors moi j'ai découvert donc ce rapport, bien sûr, puisqu'il vient de sortir, donc on n'a pas encore eu le temps de tout lire, mais je le ferai avec plaisir. Je pense qu'il y a une distinction intéressante justement, et c'est ce qui est un peu choquant dans le reportage là avec Laurent Wauquiez, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre le cultuel et le culturel. Je pense que l'exemple de Lyon, il y a une mosquée qui fonctionne bien depuis 20 ans. À côté, on veut faire du culturel, ça paraît concevable. Après, ça demande une certaine honnêteté, bien sûr. On ne va pas aller faire du cultuel dans un lieu culturel. On voit bien l'Institut du monde arabe. C'est pas un lieu culturel musulman, mais enfin, il y a donc là une vraie position culturelle. Donc bien sûr, les deux lieux, l'un à côté de l'autre, il y aura des échanges, mais enfin des échanges intelligents et constructif. Donc ça, c'est vrai que moi, ça demande beaucoup d'attention, et l'Observatoire de la laïcité avait donc mis des préconisations très distinctes entre l'aide à apporter ou à ne pas apporter pour des lieux cultuels, mais quand même une sensibilité, une intelligence pour des lieux culturels. Voilà, et ça, je crois que la commission donc à laquelle je n'ai pas participé cette fois, je ne suis pas dans à chaque fois dans ces commissions, a bien pris la mesure de la différence entre chaque chose. Et ce que vous disiez sur les musulmans eux-mêmes, c'est vrai que dans des religions, il y a toujours un système, je dirais, pyramidal, où on a vraiment des structures. On peut dire, sans être critique, que c'est ce qui manque un peu chez les musulmans, d'avoir différents interlocuteurs qui ne disent peut-être pas toujours la même chose. Et donc c'est à eux de discuter d'abord entre eux pour arriver à avoir une vraie discussion et une vraie construction. Nathalie Goulet, le rapport est quand même critique face à l'action de l'État, face à l'islam, justement. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas du tout à l'État, c'est ce que vous dites, d'organiser justement l'islam? Alors d'abord, je voulais dire que le RDSE avait été remarquablement représenté par Michel Amiel, qui a fait un travail remarquable au sein de la commission. Je voudrais vous dire qu'on est dans une équation qui est insoluble. Vous avez la main droite veut organiser, parce qu'on est dans un système très cartésien, où il faut une organisation, un interlocuteur, etc. Et puis la main gauche à la loi de 1905. Donc ceux qui veulent organiser sont ceux qui ne veulent pas toucher à la loi de 1905. Bien. Donc, certains veulent recréer un consistoire avec ce syndrome de la décalcomanie. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut surtout pas fonctionner sans les musulmans eux-mêmes. Donc, si vous voulez, toutes les instances, soit le CFCM, très soutenu, poussé, organisé, de même que son mode électoral, que ce soit l'instance de dialogue, qui sont des substituts dont le ministre de l'Intérieur a
encourager, mais depuis longtemps, hein, c'est pas ce gouvernement ni cet État, c'est tous les gouvernements qui se sont succédés depuis très longtemps, sont toujours sur cette espèce de double sincérité, pour ne pas employer un mot choquant. Donc voilà, on est dans cette équation-là, il faut bien comprendre. Mais alors, ce qui est difficile et ce qui est délicat, et on le voit sur les réseaux plutôt aujourd'hui, parce que tout le travail a été fait sans aucun problème de réaction négative face au travail qu'on a fait, et j'encourage les gens quand même à lire le rapport, qui est un travail de fond. C'est que le climat national, international, on le voit, on voit des déclarations tous les jours des uns et des autres, n'encourage pas à étudier l'islam comme un sujet républicain dans un cadre apaisé républicain. Et c'est pourtant ce qu'on a fait. Voilà, donc... Les musulmans se sentent stigmatisés, c'est ce que vous dites par... souvent, même s'ils n'ont pas lu. À partir du moment où on parle de l'islam, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos collègues communistes n'ont pas souhaité participer à cette mission. Mais juste, François Grosdidier, on se souvient aussi des propos du Premier ministre Manuel Valls, qui avait dit bien que le salafisme était en train de gagner la bataille idéologique et culturelle de l'islam en France, et qu'il fallait donc réfléchir à la question. Le salafisme n'est pas l'islam. Et la désorganisation de l'islam profite au salafisme. On est d'accord. Je voudrais dire, Nathalie, vous voulez parler de double sincérité, je parlerai même, moi je n'ai pas jusqu'à présent, de schizophrénie de la République, où on veut, alors, mais avec un peu de cynisme, on a vu Laurent Wauquiez, c'est à la fois, on veut un islam de France, et en même temps, la loi de 1905 nous interdit de l'organiser financièrement, alors que la loi de 1905 n'a pas été interdiction absolue. Elle permet l'entretien des lieux de culte construits avant 1905, ce qui couvre la totalité des besoins des catholiques et quasiment de tous les Israélites protestants, et permet aussi le financement des aumôneries. Bon, donc ce n'est pas un principe absolu. Cela dit, on est d'accord entre nous pour ne pas y toucher. Moi, j'ai été convaincu jusqu'à présent du contraire, ayant bénéficié du droit local d'Alsace-Moselle, qui m'a permis, chez moi, de construire une mosquée. Ce que Model ne souhaite pas étendre. Mais justement, on a travaillé. Je dis bien, le Sénat a travaillé à regarder les choses avec objectivité, honnêteté intellectuelle, et à travailler sur les solutions, et à trouver que la meilleure solution, effectivement, en réactivant les instances qui doivent fonctionner avec les musulmans, donc ça met la responsabilité devant eux, mais où il y a un rôle des pouvoirs publics pour assurer ce financement, aussi pour mieux former les imams, même quand ils ne sont pas salariés. Et aussi, on évoquait, vous l'évoquez avec le salafisme, avec le terrorisme, effectivement, les aumôneries, je veux dire, dans les prisons, doivent être aujourd'hui refondées sur le modèle d'ailleurs des aumôneries militaires. On ne peut pas négliger cet aspect, et ce n'est pas un aspect simplement de religion, c'est un aspect d'ordre public aujourd'hui. Dans les prisons, il faut plus d'aumôniers et moins d'iPhone. Jacques Gauthier, une forme de schizophrénie, c'est ce que vient de dire François Grosdidier, justement, de la part de l'État qui autorise ces imams détachés, des imams qui viennent de l'étranger, prêcher dans les mosquées françaises, tout en à la fois s'inquiétant justement des financements et de ces imams qui viennent de l'étranger. Je suis, comme François Grosdidier, un Alsacien mosellan. Lui est mosellan, moi je suis alsacien. Donc nous vivons dans le régime concordataire qui, je rappelle, est un régime français. La loi de 1905 ne s'applique pas dans nos 3 départements parce qu'elle ne s'est pas appliquée lorsqu'elle a été votée en 1905 et qu'en 1918, l'État, la République ne l'a pas imposée à nos 3 départements. C'est une autre histoire. Et donc, vivant là-dedans, je me dis c'est quand même très particulier de se dire qu'on conteste beaucoup, dans l'ensemble des départements, sauf chez nous, le fait que les prêtres, les pasteurs, les rabbins soient payés par l'État. Et on accepte, tout en contestant cela, que les imams soient payés en France par des États étrangers. Ça pose quand même, et je vais jeter un pavé dans la mare, la question de... Le concordat correspondait à une période de la vie de la République. La loi de 1905 a une autre période de la République, réglant les rapports dans des religions qui existaient et qui étaient organisées à l'époque, et que nous avons aujourd'hui, un siècle plus tard, la 2e religion de France, qui est tenue par des musulmans qui sont en lien par leurs racines avec des pays étrangers, mais qui aujourd'hui vivent en France, dont il faut espérer, et c'est le cas, qui veulent vivre dans la République, mais qui n'ont pas les moyens ni de la formation, ni de l'installation. Et donc, il faut bien, à un moment donné, se poser la question de comment on va s'organiser. Notre mission n'est pas allée jusque-là, parce qu'elle ne s'est pas arrogé le droit de le faire, et c'est très bien, en disant on va respecter la loi de 1905, mais elle pose des pistes dans le cadre de la loi de 1905. Si ces pistes ne réussissent pas, il faudra bien qu'un jour,
on se pose la question d'une nouvelle étape de la relation de l'État avec les religions dans le respect de la laïcité, parce que la laïcité, ce n'est pas le refus des religions. Oui, Françoise Laborde, sur cette question, effectivement. Moi, je suis contente de voir que mon collègue Rodidier est donc tout à fait d'accord avec le fait qu'il ne faut pas toucher la loi de 1905. Je suis d'accord aussi, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Non, mais j'ai bien entendu. J'ai écouté avec attention. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus de modulation, mais aujourd'hui, voilà, il ne faut pas y toucher. Je pense quand même que ce qui ressort de ces préconisations, c'est aussi de bien mettre en avant le respect, le nombre de musulmans qui vivent en France, qui ont le droit de pratiquer leur religion dans les meilleures conditions possibles, et que cette parole dite les musulmans doivent aussi se prendre en charge pour qu'il y ait un vrai dialogue avec l'État. Que ce ne soit pas le populisme qui dise les musulmans, l'islam et le reste, parce que c'est et le reste qui gêne tout dans le même panier. C'est là la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, si avec des travaux comme ça, qui s'arrêtent là où on doit s'arrêter, parce qu'on ne peut pas prendre la place justement des religieux qui doivent maintenant s'ils le veulent, quand je dis doivent, ils peuvent continuer ce travail. Je pense qu'on avance comme ça la partie République, la partie religion, pour essayer d'avancer le mieux possible. Nathalie Goulet, et dans votre rapport aussi, il y a cette première conclusion qui est d'organiser, au moins tous les 4 ans, une enquête par l'INSEE en vue, je cite, de mieux connaître la communauté musulmane en France. Ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas bien, cette communauté musulmane. Mais on ne connaît pas bien la communauté tout court, les communautés non plus. Non. Et comme on peut pas avoir de statistiques ni religieuses, c'est normal. Mais ce qu'on dit simplement, c'est que dans le cadre de nos travaux, on sait, si vous voulez, on va reprendre, ça est un détail, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'origine de cette mission, c'est notre manque de connaissances. Les idées reçues rendent paresseux. Et le fait de répéter les choses n'en font pas une vérité. Taxe halal, quand vous finissez par étudier la question à fond, vous ne pouvez pas faire de taxe halal. Donc il faut arrêter de parler de taxe halal. Parce que, bon. Alors, les islam autoproclamés, quand on a étudié la question, qu'on a entendu des auteurs, il ne peut pas y avoir d'imam autoproclamé. Et puis, on nous dit l'islam des consulats. Bon, moi, je suis élu d'un territoire rural. L'islam des consulats, ça ne me dit pas. Mais après 6 mois d'enquête, quand je vois le poids des pays d'origine sur l'organisation, le poids des pays d'origine sur la formation des imams, le poids des pays d'origine sur les imams détachés et le poids des pays d'origine sur les financements, là l'islam des consulats, ça me parle. Bon, et donc je peux en parler en disant, alors voilà, je sais. Voilà, j'ai vu l'école de formation à Alger, j'ai vu l'école de formation à Rabat, j'ai vu ce qui se passe pour la formation des assistants socioturcs. Il arrive comme ça que c'est bon, voilà. J'ai vu comme leur niveau de français, j'ai vu leur connaissance de la contextualisation, et je pense que là, ça doit franchement s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est au détriment de nos concitoyens de confession musulmane qui sont complètement intégrés dans la République. Moi, je considère que l'islam a toute sa place dans la République, mais qu'il faut que les choses se passent un peu autrement. Donc, si vous voulez... C'est-à-dire, Nathalie Goulet... Et qu'ils le disent. Oui. Et qu'ils le disent. Mais beaucoup le disent et peut-être qu'ils ne sont pas assez entendus. Oui. En tous les cas, cette mission avait vraiment pour un objet extrêmement modeste qui était de faire un état des lieux. Et je crois que c'est là qu'on est arrivé en se fixant des barrières strictes de la loi de 1905. Et on est arrivé à un état des lieux parce que quand on n'a pas fait de préconisation, quand vous ajoutez les constats et que vous dites « je peux rien faire parce que c'est 1905 », les gens qui vont lire vont dire « il y a quand même un problème, il va falloir réfléchir ». Bon. Et la balle centrale me semble quand même être dans le camp des communautés musulmanes qui doivent prendre leur destin en main, parce que si on respecte la loi de 1905, c'est sûrement pas à l'État de le faire, et encore moins aux législateurs. Vous parliez de François Grosdidier, justement, de désorganisation en mettant les musulmans face à leurs responsabilités. On peut sortir de cette désorganisation, vous pensez ?
Oui, on le peut à la double condition que l'État continue à s'y intéresser, ce que la loi de 1905 n'interdit pas. Oui, tout et à fait. que Le ministère de les l'Intérieur, musulmans se c'est le prennent ministère des bien en cultes. charge. Ce qui est le cas d'ailleurs. Le CFCM a mal marché, mais tous les grands courants d'islam en ont parfaitement conscience. Il faut quand même le Et par conserver, il faut quand même conserver cette instance selon vous. Eux-mêmes ont su, avec nous, analyser ce propre échec. Et l'ont dit. Donc eux-mêmes sont prêts à relever le défi. Et effectivement, il faut aller. Il n'y a pas d'imam autoproclamé, mais par contre, il y aurait besoin que des imams se forment et soient formés. C'est le problème. On ne peut pas faire la taxe halal. En revanche, on peut faire une redevance. Et qui sera, là, qui restera de nature privée, non pas publique, et après gérée par la Fondation. Donc nous avons toutes ces pistes. Toutes ces pistes, ça veut dire que l'État accompagne et que les musulmans se prennent même en main. Et avec les États, il ne s'agit pas non plus d'une rupture brutale. Il y a les pays d'origine, mais qui peu à peu s'estompent. Et la République, quand je dis qu'elle était schizophrène elle-même, est allée appeler ces États en disant qu'ils garantissaient un islam malékite, c'est-à-dire modéré, contre le wahhabisme. Bon, et bien il faut que progressivement, ils s'affranchissent de cette tutelle par une formation en France. C'est ce auquel aspire d'ailleurs l'immense majorité des musulmans en France. Tout ça doit se construire. Donc nous avons les pistes de construction. On ne donne pas dans le populisme. Je sais bien qu'aujourd'hui, on voit dans nos assemblées, on en a vu. Je veux dire, à gauche, on se fait applaudir en tapant sur la finance et sur les patrons, et à droite, en tapant sur les musulmans et sur les fonctionnaires. Au Sénat, on ne marche pas comme ça. Et je veux dire, on a fait ce travail de fond, ces propositions, et je crois que le Sénat, à travers cette mission, a rendu un grand service à la République. Avec un vote à l'unanimité du rapport. C'est noté. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. François Hollande demande à Manuel Valls de préparer une proposition française pour un sursaut européen, mais sans engager de nouveaux traités. Une initiative de la France qui devrait être présentée lors du sommet de septembre. Les réactions de la sénatrice LR, Fabienne Keller, dans un instant. Fin de l'état d'urgence le 26 juillet, sauf incident pendant le Tour de France. La France doit sortir de cet état d'exception instauré le 13 novembre, alors que la menace terroriste reste à son plus haut niveau. Suite de l'examen au Sénat du projet de loi Sapin 2 pour plus de transparence, un texte qui se veut une arme efficace contre la corruption. On fera le point sur l'avancée des débats et les modifications apportées par les sénateurs. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner jusqu'à 18h30, Tam Tranui et Saveria Rojek, toujours en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on prend la direction de l'hémicycle où nous attend Tam Tranui sur la loi Sapin 2. Tam, les sénateurs débattent à présent de la commande publique. De quoi s'agit-il ? Oui, alors dans la loi Sapin 2, il y a deux volets. D'abord, il y a le volet sur la corruption et la transparence porté par Michel Sapin, le ministre des Finances. Et dans ce volet, que portent les fameuses dispositions sur les lanceurs d'alerte ou encore l'encadrement des lobbies. Et puis, il y a un deuxième volet qui porte, lui, sur la question de la modernisation de la vie économique qui est portée, lui, par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui est donc présent cet après-midi. Et cet après-midi, les sénateurs parlent d'un sujet à la fois complexe et essentiel, notamment pour ces élus qui représentent le territoire que sont les sénateurs. Et ce sujet, c'est la commande publique, puisque l'article 16 de ce projet de loi, eh bien, c'est véritablement l'acte de naissance du code de la commande publique, un code qui avait été annoncé dès l'été dernier comme un code unique pour les marchés publics, les délégations de services publics, les concessions et les partenariats publics-privés. Alors je vous passe les débats qu'il y a cet après-midi qui sont très honnêtement plus techniques les uns que les autres, mais sachez qu'en tout cas les objectifs et les points qui sont débattus par les sénateurs portent sur comment faire en sorte de favoriser les petites et les moyennes entreprises dans la commande publique, comment faire en sorte que ce cadre soit simplifié, soit sécurisé, faire qu'il soit également plus propice à l'innovation et enfin que ce droit soit plus juste et plus transparent. Il y a toujours cette dimension de lutte contre la corruption dans cette partie du texte. Plus anecdotiquement, sachez qu'il y a eu 24 amendements discutés en discussion commune et une grande majorité d'entre eux ont été soutenus par le socialiste Jean-Pierre Sueur, qui est encore en train de s'exprimer actuellement, qui, très volubile, a toujours utilisé son temps de parole de 2 minutes sous l'œil parfois amusé, parfois un petit peu agacé de certains de ses collègues.
Merci beaucoup Tam pour votre décryptage et on va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec la sénatrice LR du Bas-Rhin Fabienne Keller. Sur cette initiative française, c'est une demande de François Hollande à Manuel Valls pour un sursaut européen. Absolument Delphine. François Hollande ce matin qui est en Conseil des ministres a demandé formellement à Manuel Valls de préparer pour septembre prochain une initiative européenne. Est-ce que tout d'abord vous soutenez cette démarche, vous la saluez? J'ai envie de dire il est temps que François Hollande comprenne, accepte l'importance de la place de la France en Europe. Je suis un peu étonnée de la forme. C'est plutôt une question politique centrale, donc c'est à lui, président, de donner non seulement un ordre à son Premier ministre, mais de donner le contenu. Je fais un rêve qu'il y ait une initiative de la France pour construire un projet politique, peut-être dans un premier temps avec les Allemands, éventuellement avec les Espagnols et les Italiens s'ils acceptent de s'associer, mais que les pays fondateurs de l'Union européenne soient au travail pour porter un nouveau projet. Alors attention, parce que le chef de l'État a précisé pas de nouveau traité, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui lui plaide, on le sait, pour un nouveau traité européen. Vous soutenez activement Alain Juppé. Quelle est votre position? Faut-il un nouveau traité? Alain Juppé s'est clairement opposé au référendum que des populistes ont tout de suite demandé au petit matin du 24 juin. Le président des Républicains l'a demandé aussi. Je crois que ce n'est pas raisonnable, c'est la position d'Alain Juppé. Il faut refonder l'Union européenne, son projet. Il faut aussi répondre au débat qui s'est tenu en Grande-Bretagne. C'est la question des migrations. Elle fait débat aussi en France, dans plusieurs pays européens depuis longtemps. Il faut avoir une réponse coordonnée, puisque nous avons décidé d'avoir frontières communes à travers Schengen. Répondre aussi à la question de l'emploi des jeunes, mais surtout marquer une volonté politique. Quel projet pour vivre ensemble dans les prochaines décennies? Alors Alain Juppé, que vous soutenez, je l'ai dit, était à Londres hier et avant-hier pour rassurer les Français. Et visiblement, il a été entendu, puisque Manuel Valls a annoncé ce matin toute une série de mesures, notamment fiscales, pour renforcer l'attractivité de la place de Paris face à la City. Alors Alain Juppé a souhaité passer deux messages. D'abord un message d'amitié à l'égard du peuple britannique, à un moment où voilà, on voit qu'il est secoué. L'après-Brexit est douloureux, puisqu'on a vu que beaucoup d'affirmations des leaders du Leave, Nigel Farage ou Boris Johnson, se sont tout de suite dégonflées. La promesse, par exemple, de prendre l'argent donné à l'Europe pour le système de santé a disparu dès le petit matin. Donc ceux qui faisaient alliance, qui développaient des slogans, on se rend compte après qu'ils ne tiennent pas la route. Deuxième message, effectivement, à l'égard de la communauté française, pour être à leur côté. C'est vrai que pour eux, ils sont très surpris. Quant à la réponse de Manuel Valls, elle est plus technique. Je pense que c'est une réponse à l'annonce britannique de la baisse de leur taux d'impôt sur les sociétés pour continuer à faire de la place de Londres et de la Grande-Bretagne plus globalement une place attractive. Fabienne Keller, très rapidement, un autre aspect qui a été évoqué par Alain Juppé lors de ce déplacement, c'est justement le bras de fer, vous l'avez dit, sur la question migratoire et la jungle de Calais. Alain Juppé qui a rappelé que le contrôle aux frontières devrait, c'est la logique, avoir lieu sur le sol britannique. En clair, on va reporter la frontière de Calais à Douvres? Oui. C'est la proposition d'Alain Juppé. Il faut savoir que ce qui se passe à Calais était lié à un accord où l'entrée sur le sol britannique était décidée, réglementée, organisée sur le sol français. L'accord est caduc aujourd'hui. L'accord est caduc, en tout cas ça fait partie des éléments qui devront faire l'objet de discussions entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Très bien, merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Et on continue à parler de ce projet de loi Sapin 2 dont l'examen se poursuit au Sénat. Dans ce texte, il y a des dispositions qui concernent la rémunération des dirigeants d'entreprise. Le débat est relancé depuis hier avec l'ancien patron d'Alstom, Patrick Cron. Les actionnaires ont retoqué sa rémunération. Une décision qui intervient après la polémique déclenchée début mai par la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn. Explication Julie Huillin. C'est une nouvelle petite révolution dans le monde des grandes entreprises. L'Assemblée générale des actionnaires d'Alstom a voté hier à 62% contre la rémunération de Patrick Cron, l'ancien PDG du groupe industriel français. Il devait toucher un peu plus de 6 millions d'euros. Si pour l'instant l'avis de l'Assemblée générale n'est que consultative, les choses pourraient bien changer avec la loi Sapin 2. Déjà adopté à l'Assemblée, un amendement rend contraignant le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
Il faut qu'on puisse garder la raison dans les rémunérations des dirigeants. Il faut à la fois, bien entendu, que les grandes entreprises françaises aient des dirigeants de qualité. Il faut que ces rémunérations soient liées en même temps aux performances de l'entreprise. Ce qui est choquant parfois, c'est d'avoir une déconnexion totale entre le niveau très élevé des salaires et la performance réelle de l'entreprise. Au Sénat, la droite a pourtant fait évoluer le texte. Oui pour un avis contraignant des actionnaires, mais uniquement tous les 3 ans. Insuffisant pour le groupe écologiste. La part importante de la rémunération qui relève de la part variable en fonction des résultats, et on sait que les résultats, c'est aussi la manière comptable de présenter les choses. Si on n'a pas un rendez-vous annuel et qui soit contraignant, nous ne régulons rien. Si la loi n'est pas encore applicable, dès aujourd'hui le MEDEF recommande lui aussi de se soumettre à la décision des actionnaires concernant la rémunération des dirigeants. Chez Alstom, c'est pourtant bien le conseil d'administration qui aura le dernier mot dans les jours à venir, une décision très attendue. Et à la veille du débat parlementaire sur l'orientation des finances publiques, Bercy abandonne son plan de 50 milliards d'euros d'économie. C'était pourtant un élément déterminant pour répondre aux exigences de Bruxelles sur le déficit public. Marie Brémaud. Oubliez les 50 milliards d'euros d'économie promis il y a 2 mois à la Commission européenne. Oubliez les bonnes résolutions budgétaires. Le gouvernement prévoit une augmentation des dépenses de 5,6 milliards d'euros par rapport au montant envisagé dans le programme de stabilité 2016-2019. En cause, les nouvelles dépenses annoncées comme le dégel du point d'indice des fonctionnaires, le soutien à l'élevage ou le renforcement des moyens de la police. Mais pour l'opposition, c'est avant tout l'illustration d'une mauvaise gestion budgétaire et de cadeaux électoraux engagés à 9 mois de l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est des annonces à crédit et on profite peut-être un peu de l'incertitude en Europe en ce moment, avec notamment le Brexit, pour se dire la Commission va peut-être être plus accommodante avec la France. Profitons-en pour faire des cadeaux électoraux payés à crédit. Mais pour les socialistes, pas de changement de cap, l'essentiel est ailleurs. Non, l'objectif n'est pas remis en cause. L'objectif, c'est d'atteindre un déficit inférieur à 3% en 2017. Voilà, c'est l'objectif. Et après, les ajustements peuvent avoir lieu. Ils peuvent être plus ou moins heureux, appréciés, selon le côté de l'hémicycle dans lequel on est assis et le soutien qu'on apporte au gouvernement parce qu'on est dans sa majorité. Voilà, là on est dans la politique ordinaire, simple. Un optimisme non partagé par la Cour des comptes, très sceptique sur les objectifs affichés pour 2017. Dans le reste de l'actualité parlementaire, cette question, comment concilier Internet et liberté de la presse? Ce matin, une mission d'information du Sénat a présenté 18 préconisations pour moderniser la loi de 1881. Explication de Jordan Klein. A révolutionné notre manière de s'informer. Twitter, Facebook, Instagram. Conséquence, 135 ans après, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est plus adaptée. Pour l'actualiser, les sénateurs se saisissent du problème à travers une mission d'information. C'est une loi qui a été élaborée à une date où il n'y avait que la presse écrite. Et même s'il y a eu des corrections, des améliorations, des adaptations de cette loi en fonction de l'audiovisuel et d'Internet, aujourd'hui, force est de constater que certaines dérives sur Internet et les réseaux sociaux sont telles qu'il faut encore adapter cette loi. Parmi les préconisations, l'instauration du droit de réponse sur Internet, même si la manière de l'appliquer n'est pas encore définie. Prolonger le délai de prescription à 1 an. Aujourd'hui, pour porter plainte en diffamation, le délai maximum est de 3 mois à partir de la première mise en ligne. Ce que nous voulons, c'est effectivement, c'est une tâche extrêmement compliquée, essayer de faire qu'Internet ne soit pas une zone de non-droit et que le citoyen qui se trouve agressé, humilié, injurié sur Internet puisse avoir par des réactions simples, par des techniques simples, la possibilité de réagir sans pour autant être obligé de s'offrir une batterie de spécialistes, avocats, experts et techniciens en matière d'Internet. Ces 18 propositions resteront dans le domaine de la mission d'information. Pour l'instant, aucun texte de loi n'est prévu. Un rapport du Sénat préconise de laisser aux musulmans la responsabilité de l'organisation de l'islam en France, s'appuyant sur le fragile bilan du Conseil français du culte musulman, Mounir Soussi. Passer d'un islam en France à un islam de France. La nuance est mince mais essentielle. Dans son rapport d'information, la mission du Sénat identifie plusieurs axes de travail pour permettre cette transition. Premier objectif, former les imams sur le territoire.
Aujourd'hui, 301 imams étrangers détachés en France prêchent dans les 2500 lieux de culte répertoriés. Une présence précieuse, mais pas forcément adaptée quand les religieux ont une maîtrise limitée du français. Aujourd'hui, 3 établissements de formation existent dans le pays. Il est évident que cette connaissance du contexte français est indispensable lorsqu'on veut véritablement rencontrer la population et tenir un discours religieux à son égard. On ne peut pas comme ça, il faut le texte dans le contexte. Le rapport révèle une fracture entre les fidèles et leurs organes de représentation. Le CFCM, créé en 2003, souffre d'un déficit de légitimité. Les sénateurs appellent les responsables du Conseil français du culte musulman à se réformer pour rétablir le lien. Il semblerait logique que l'ensemble des différentes associations, fédérations, tendances puissent être représentés dans cette instance, puisque les musulmans en France sont divers. Les luttes de pouvoir entre élus algériens, marocains ou turcs paralysent les instances. La place des financements étrangers est aussi déterminante pour l'autonomie de l'islam français. Afin de lever les doutes et les suspicions, la mission propose que tous les fonds étrangers transitent par la Fondation des œuvres islamiques pour permettre une traçabilité et une transparence incontestables. Et pour en arriver à ces conclusions, la mission d'information du Sénat a réalisé 79 heures d'audition. 115 personnes ont été entendues par la mission d'information. Je vous propose donc tout de suite de revenir sur les temps forts de ces auditions avec une sélection préparée par Jason Wills. Moi j'ai une question qui est probablement un peu iconoclaste à vous poser d'abord. Est-ce que vous pensez que la communauté franco-algérienne ou française n'ayant pas de double nationalité mais ayant des liens avec l'Algérie, ou les Algériens vivant en France, est-ce que vous pensez que cette communauté-là pourrait accepter un islam coupé des pays d'origine? Parce que dans l'organisation, le poids des pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie notamment, semble rendre assez difficile une organisation homogène du culte. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il serait possible ou envisageable d'avoir une rupture avec ces pays d'origine? Est-ce que on a posé cette question à d'autres intervenants et votre avis m'intéresserait beaucoup. Voilà, ça vous laisse perplexe. Je n'ai pas compris, franchement. C'est-à-dire que on considère, enfin on a des exemples, notamment le poids, pour prendre un exemple, comparaison n'est pas forcément raison, mais le poids par exemple de l'État turc dans l'organisation de la communauté franco-turque ou des Turcs vivant en France, qui est extrêmement importante, que ce soit au niveau du financement ou que ce soit notamment dans l'envoi d'imams sous le vocable d'assistants sociaux qui sont affectés à la communauté turque. Ce qui fait de la communauté turque une communauté détachée de l'ensemble des autres communautés. C'est-à-dire qu'il y a le poids de la Turquie sur le poids de la communauté franco-turque en France. Et je m'interrogeais sur le poids de l'Algérie sur la communauté franco-algérienne en France. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question, que je n'ai pas comprise, mais je vais vous dire que nous n'avons aucune emprise politique sur les mosquées. Non. Et nous ne cherchons pas à en avoir. Nous avons, par contre, un regard sur le fait, c'est un cahier de charge pour ces associations qui comprend, entre autres, la nécessité de respecter les lois du pays d'accueil et donc d'œuvrer dans le cadre des lois du pays d'accueil. 2. De professer un islam qui soit compatible avec les lois et règlements du pays d'accueil. 3. De professer un islam de tolérance, d'acceptation de l'autre,
d'amour de l'autre. Je n'ai jamais entendu parler d'une proposition de couper l'islam des musulmans français des pays d'origine. Et je crois que nous n'avons pas les capacités financières pour contrôler d'une quelconque manière l'islam en France. Je répète que c'est à la demande pressante d'associations représentatives de notre communauté en France que nous faisons cet effort. Dois-je ajouter que nous travaillons de concert avec les autorités françaises et avec le ministère de l'Intérieur en particulier pour éviter le vide dans ces lieux de prière qui pourraient être dangereux pour notre communauté en premier lieu, mais pour le pays d'accueil en second lieu. Merci. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur. La qualité de votre réponse montre qu'en réalité, vous avez tout à fait compris la question telle que je vous l'avais posée. J'ai noté que vous disiez, comme ça, au détour d'une présentation de votre part, je ne crois pas que la communauté musulmane de France existe. Compte tenu de cette affirmation, est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer un islam de France? Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de communauté musulmane en France. Il y a une communauté de foi, mais nous refusons toute forme de communautarisme. Il n'est pas question aujourd'hui pour les musulmans d'essayer de s'insérer dans la société française, dans la vie politique, dans la vie associative, dans, je dirais, des lieux, des institutions, des instances qui soient typiquement communautaires. Les musulmans refusent cela et le rejettent. Et c'est pour cela que la difficulté, il y a eu des tentatives de créer des instances, à l'instar du CRIF. Je m'excuse de prendre ce type d'exemple, mais c'est celui qui me vient à l'idée. Et il y a eu des tentatives, effectivement, souvent par des hommes politiques, de créer des sortes de CRIF musulmans pour effectivement faire des appels électoraux, etc. Et nous y sommes refusés systématiquement, car si je veux faire de la politique, il y a des partis politiques dans lesquels je peux adhérer, en fonction des idées qui sont les miennes, en tant que citoyen français. Alors la difficulté pour l'islam de France. Moi je suis pour un islam de France. C'est un slogan politique, parce que l'islam, comme toutes les religions, moi je suis choqué quand on me dit l'islam de France. L'islam est universel, c'est une religion, à l'instar des autres religions monothéistes, qui est une religion sans frontières. Mais en même temps, lorsque je parle d'islam de France, c'est que je souhaiterais que nos imams soient formés ici, et il faut qu'on s'en donne les moyens. Et aujourd'hui, je m'adresse à des sénateurs, je pense qu'il faut se poser la question de savoir, face à la situation dans laquelle nous sommes, nous vivons une situation tragique. Et lorsque Madame parlait de la méfiance, vous pensez que je ne suis pas touché, moi personnellement, moi-même j'ai été objet d'actes racistes. Me concernant, pourtant je suis avocat, je suis bien installé, bon, mais pourtant il y a des gens qui m'ont traité de Daesh et de sale musulman. Ça, il n'y a pas très longtemps de cela. Et je suis certain que plus on va aller dans le temps, plus on va rencontrer ce genre de situation. Aujourd'hui, être musulman en France, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il va y avoir des effets. Donc aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce que nous restons dans les règles de la laïcité ? Ou est-ce que nous devons prendre à bras le corps? Et moi, je suis pour cette deuxième hypothèse, c'est qu'il faut qu'il y ait un genre de plan Marshall, ou je ne sais pas, vraiment prendre... Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une formation d'imams qui se fasse à l'étranger.
J'ai été de ceux qui, en 2004, avaient préparé avec M. Sarkozy un texte qui prévoyait donc ce lien entre l'Algérie et la France. Mais c'est ponctuel et en même temps, il faut demander aux autorités algériennes. Moi, j'ai rencontré le président algérien avec le recteur Dalil Boubaker qui nous a dit « Moi-même, je n'ai pas suffisamment d'imams. Le terrorisme battait son plein. » Et aujourd'hui, on a besoin d'imams en Algérie. Et aujourd'hui, 125 imams qui sont payés par l'Algérie pour la France, quel est l'intérêt? Ce n'est pas du tout, et je peux vous le dire, et je sais que je suis filmé, je peux dire qu'il n'y a jamais eu d'instruction donnée à un imam de dire tiens, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse appel dans une élection présidentielle, on va prendre position. Pas jamais, 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 il n'y a eu ce genre de position prise par des imams. Nous disons sans avoir froid aux yeux la chose suivante, c'est que c'est à la pratique musulmane de s'adapter à la société et non pas l'inverse. Ce n'est pas à la société de s'adapter à une religion qui s'appelle l'islam, mais c'est à la pratique. D'ailleurs, le fait de penser à une pratique franco-française, à une pratique européenne, ça répond à cette question. Donc c'est aux musulmans de trouver le moyen de pratiquer leur religion et de ne pas brusquer, en quelque sorte, ou remettre en cause les équilibres qui étaient là avant même la venue de l'islam. 1905 en fait partie. Jocelyn Césaride qualifie 1905, chercheuse de Aix-Marseille, d'un compromis fragile. Et nous le prenons comme ainsi. C'est pour cela que, en 1999, quand M. Chevènement nous a invités pour réfléchir à ce qu'on appelle la consultation à l'époque, à l'Istichara, on nous a posé la question. Est-ce que vous êtes demandeur d'un amendement, est-ce que vous demandez à ce que 1905 soit revisité? Tout de suite, on était unanimement d'accord que les musulmans ne remettront pas en cause cette loi 1905. Et d'ailleurs, c'est une loi, à nos yeux, généreuse et libérale, et c'est elle qui a permis aux autres cultes de s'épanouir et de se pratiquer. Elle va aussi permettre à l'islam de se pratiquer et de vivre pleinement. Donc, bien sûr, l'IOIF, comme toutes les fédérations, s'oppose aux lectures radicales, et nous le faisons. Sur 127 communiqués que nous avons sortis en 2015 et début 2016, 75 étaient dans le sens de la dénonciation de la barbarie quand il le faut, de la radicalisation et surtout l'UF quand il parle de la déradicalisation, parce qu'il est à l'ordre du jour aujourd'hui, l'instant de dialogue en fait son leitmotiv, on peut dire. Et bien nous, à l'UF, on dit que plutôt on n'est pas outillé pour déradicaliser. Il faut des spécialistes, il faut des psychologues, des psychanalystes, il faut de la police, il faut des juristes. Mais il y a un boulot que seuls les imams peuvent faire, que seuls les responsables associatifs peuvent faire, ce qu'on appelle la prévention. C'est-à-dire éviter aux gens de tomber dans la radicalisation. Et je pense que la plupart des mosquées, certes de l'IOIF, mais au-delà de l'IOIF, ont fait un boulot qui doit être salué dans le sens de la prévention. Dieu merci que nous avons des dizaines et des dizaines de milliers de nos jeunes qui suivent encore l'orthodoxie musulmane et qui disent non quand on leur offre ces lectures radicales. Vous êtes une école de pensée, dites-vous, avant d'être une association loi 1901. Quelle école de pensée? Est-ce que c'est une école de pensée qui est la vôtre, voilà, UOIF de France, on dit bien de France, ou est-ce que c'est une école de pensée internationale, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, très clairement, vos relations avec les frères musulmans sont largement connues. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement ça. Nous, on ne se cache pas que nous sommes proches d'un certain nombre de mouvements, y compris le mouvement des frères musulmans. Mais nous sommes une association franco-française régie par 1901, la loi 1905 et les lois en général. Et ceux qui ont suivi la présence musulmane savent très bien qu'est-ce que j'avance. Le résultat, il est là. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, 11 voyous ensombrés dans le terrorisme. Est-ce que, d'ailleurs, on sait beaucoup, un sait beaucoup. Mais si, vous mettez loin de moi de relativiser quoi que ce soit. Loin de moi de relativiser quoi que ce soit. Le radicalisme, même s'il y a une seule personne en France, on va dire ce n'est pas la bonne voie. Mais regardons aussi sur l'autre moitié du verre. Deuxièmement, mais regardons que nous ne sommes pas... Si on était les seuls à intervenir sur ces jeunes, là vous pouvez me reprocher, dites monsieur, vous êtes enseignant et vous êtes le seul enseignant, parce que ces élèves ne viennent que chez vous. Or, ils consomment d'autres discours. Et d'ailleurs, le discours d'Internet, il nous dépasse de loin. Nous sommes démunis par rapport au discours de... Et je l'ai dit à Lima, en présence du ministre de l'Intérieur, qu'il y a notre concurrent déloyal,
c'est Internet, les imams d'Internet. Donc il n'y a pas que nous qui intervenons sur ces jeunes. Malgré tout ça, donc nous faisons partie des, on peut dire, des éléments qui interviennent. Excusez-moi de vous interrompre, c'est tout à fait discourtois, mais à un moment donné, dans votre propos tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la radicalisation était née en dehors des mosquées. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous à entendre. J'ai du mal à le croire, je ne fais pas le lien automatiquement entre l'un et l'autre, mais dire que la radicalisation serait intrinsèquement extérieure aux mosquées, je trouve, Monsieur Lasfar, le propos très excessif. Je m'excuse d'être un petit peu brutal et on attend là quand même d'autres réponses de votre part, en tout cas dans les interrogations qui sont confiées à notre mission. J'arrive, si vous me laissez un peu, je voulais conclure justement par ce part de responsabilité que nous avons. Je ne suis pas le seul à dire ce que je viens de dire. Certain nombre de spécialistes de la question, des sociologues, des anthropologues, des politologues, des spécialistes qui disent ce que je viens de dire. Je n'ai pas un détecteur d'intégrisme ou un détecteur de radicalisme à la mosquée. Ils viennent, ils écoutent le discours. Est-ce que le discours leur plaît, il leur plaît pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crée le débat et je continue. Donc, je ne suis pas le seul à dire ce genre de choses. Mais j'ai ma part de responsabilité. Seulement, juste, je vais rendre compte en quelque sorte. Rendre compte, c'est un peu... Mais je vais rendre compte, mais de ma part, sur les intervenants, sur cette jeunesse. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas justifier la politique urbanistique, la ville, l'échec scolaire. Ce sont des éléments qui interviennent en même temps. Mais aussi, les mosquées, il y a des prêcheurs de haine. Je vous le concède. Il y a des prêcheurs de haine dans notre pays. Il y a des imams radicaux dans notre pays. Eh bien, appliquons la loi. Il est 18h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. C'est aux musulmans et non à l'État d'organiser l'islam en France, selon les préconisations d'un rapport sénatorial pour les parlementaires. Il faut aussi limiter l'influence des pays d'origine en matière de financement des mosquées et de formation des imams. Le détail à suivre. Bercy renonce à son plan de 50 milliards d'économies à la veille du débat d'orientation budgétaire au Sénat. Le gouvernement a revu à la hausse le montant des dépenses de l'État pour 2017, sans modifier son objectif de réduction du déficit. Analyse et décryptage dans un instant. L'abandon fin 2014 de l'écotaxe pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu, en cause notamment des contentieux juridiques. La réaction du sénateur UDUC Vincent Capo-Canella dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner jusqu'à 18h30, Tam Tranui et Saberia Rojek en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la loi travail, adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, faute de dépôt d'une motion de censure au lendemain d'un deuxième recours au 49.3 par le gouvernement. La nouvelle tentative de motion de gauche a échoué, encore à 2 signatures près. La droite, à la différence du mois de mai, n'avait pas déposé de motion. Le texte sera de retour au Sénat en séance le lundi 18 juillet. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui suit pour nous les débats autour de la loi Sapin 2. Tam, où en est-on dans la discussion de ce texte ? Oui, alors je voulais vous parler d'une disposition qui a été adoptée dans le cadre de cette loi Sapin 2, des dispositions sur le pantouflage, puisque une fois n'est pas coutume, c'est un sujet qui a permis de rassembler les communistes, les écologistes, mais aussi la droite sénatoriale pour contrôler les départs des hauts fonctionnaires vers le privé, cette fameuse pratique qu'on appelle donc le pantouflage. Ils ont décidé tous ensemble dans un amendement qui a été rédigé entre communistes et commission majorité sénatoriale de confier ce contrôle à la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour certains fonctionnaires. Sachez qu'aujourd'hui, tout cela est de la compétence de la commission de déontologie. Mais voilà, cela ne fonctionne pas selon beaucoup de parlementaires, notamment Cécile Cukierman, sénatrice communiste, qui a hier dénoncé une forme de corruption blanche. Je la cite, trop d'énarques et trop de polytechniciens pantouflent sans respecter leur obligation de servir 10 ans dans la fonction publique. Je vous rappelle que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été créée fin 2013 dans le sillage de l'affaire Cahuzac. Elle a pour principale mission de contrôler les déclarations de patrimoine de certains élus et de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Elle aura peut-être donc d'autres missions.
Merci beaucoup Tam pour ces précisions et on retrouve à présent Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Je le disais en titre, Saveria, l'abandon de l'écotaxe poids lourd en 2014 pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu. Alors vous allez en parler avec votre invité, le sénateur UDI-UC, Vincent Capo-Canellas. Absolument. Alors Vincent Capo-Canellas, bonjour. Je précise d'abord que vous avez fait partie de la commission d'enquête sur l'écotaxe. On a donc appris ce matin que la facture pour l'État va visiblement s'alourdir de 300 millions d'euros. Vous êtes surpris, vous êtes choqué d'abord ? C'est un scénario qui était malheureusement prévisible. Lorsque Mme Royal a décidé fin 2014 d'abandonner l'écotaxe, elle a employé des arguments d'autorité. Elle nous a dit que le dossier avait été mal géré avant elle, et puis que la vérité arrivait, et qu'elle allait pouvoir mettre fin à ce contrat. Et on a bien vu que c'était précipité, que ça n'était pas argumenté juridiquement. Un certain nombre de questions lui ont été posées en audition. Il faudrait ressortir ce qu'elle a déclaré à l'époque. Elle a traité ça avec beaucoup de légèreté. Et on voit bien aujourd'hui que le coût de l'abandon a été sous-estimé, d'une part, et d'autre part que cette affaire a été très mal menée juridiquement. On en voit des conséquences dramatiques pour les finances publiques aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est vraiment de la gabegie. Et qu'on ne peut pas traiter les affaires publiques de cette manière-là sur un sujet d'intérêt général qui était l'écotaxe. Donc en fait, comment on finance de manière écologique aussi nos transports, nos équipements publics, nos infrastructures de voirie. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément ? Les sociétés de télépéage, elles ont raison de réclamer ces 300 millions d'euros d'indemnité ? On est dans le cadre d'un contrat. Et il ne fallait pas attendre des sociétés qui avaient concouru, qui avaient remporté cette compétition, qu'elles se laissent faire, évidemment. Bien évidemment, l'État français n'a pas assumé ses signatures et il l'a fait de manière cavalière. Il aurait dû s'entourer un ensemble de précautions juridiques. Visiblement, ça n'a pas été fait. Alors, il faut que la ministre maintenant réponde, apporte des compléments d'information à tout le monde. Et le Sénat sera sans doute à l'initiative là-dessus pour demander au gouvernement d'établir la vérité et nous permettre de juger de ce qui a été réellement fait. Alors justement, le pire apparemment, c'est que ce scénario catastrophe était prévisible. C'est en tout cas ce qu'on pouvait lire en filigrane, on va dire, dans le rapport sénatorial, justement. Oui, le rapport sénatorial avait déjà pointé un certain nombre de faiblesses dans l'argumentaire du gouvernement et avait fait valoir que ce qui nous était opposé à l'époque, c'est-à-dire le fait que ce contrat aurait été irrégulier, ne tenait pas. On savait qu'il y avait un avis du Conseil d'État, on avait fourni un certain nombre d'éléments là-dessus, et on avait attiré l'attention du gouvernement sur la faiblesse juridique d'une éventuelle décision de rupture. Voilà. Et la ministre n'a rien voulu entendre là-dessus, c'était extrêmement cavalier, et encore une fois, la séance qui avait eu lieu ici au Sénat, en commission de questions à la ministre, avait été totalement surréaliste. On avait bien vu que ce qui comptait pour elle, c'était l'annonce politique. Dire j'arrête l'écotaxe pour d'autres raisons. On se souvient des bonnets rouges notamment, mais aucun argument juridique et visiblement un dossier qui n'était pas étayé. Malheureusement, on joue là avec les deniers publics. Et c'est dans ce contexte, justement, qu'on a appris ce week-end, dans une interview que Manuel Valls ne fermait plus la porte à une écotaxe poids lourd. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview. Il faisait référence à l'écotaxe pour l'Île-de-France qui a justement été mise en place et qui va l'être par la présidente de la région, Valérie Pécresse. Oui, pour pouvoir mettre en place une écotaxe, ça suppose que le Parlement réintervienne et ça suppose aussi qu'il y ait un accord entre le gouvernement et la région. Mais la question reste, c'est-à-dire qu'il faut financer les infrastructures routières notamment et des grands projets de transport et que à l'heure actuelle, on ne sait pas dégager des crédits budgétaires pour cela. Il y avait aussi une logique écologique à l'écotaxe. Donc ce sujet revient. Il ne reviendra pas simplement en Île-de-France. Et le Premier ministre a remis d'actualité le sujet. Voilà. Et on voit bien que finalement, c'est un peu gribouille. Tout ça est très contradictoire. Mais ça paraît pas aberrant alors qu'on apprend le même jour qu'on va payer 300 millions d'euros d'indemnité. C'est surréaliste, c'est ubuesque. C'est un peu l'image de tout ce qui se passe quand même aujourd'hui. On voit bien que le gouvernement est quand même, et pardonnez-moi l'expression, est à la ramasse sur beaucoup de sujets. Il change de pied tous les matins. Voilà, finalement, rien de tout cela ne nous étonne aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Capo-Canellas, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous, Saveria. À la veille du débat parlementaire sur l'orientation des finances publiques, Bercy abandonne son plan de 50 milliards d'euros d'économie. C'était pourtant un élément déterminant pour répondre aux exigences de Bruxelles sur le déficit public. Marie Brémond. Oubliez les 50 milliards d'euros d'économie promis il y a 2 mois à la Commission européenne. Oubliez les bonnes résolutions budgétaires. Le gouvernement prévoit une augmentation des dépenses de 5,6 milliards d'euros par rapport au montant envisagé dans le programme de stabilité 2016-2019. En cause, les nouvelles dépenses annoncées comme le dégel du point d'indice des fonctionnaires, le soutien à l'élevage ou le renforcement des moyens de la police. Mais pour l'opposition, c'est avant tout l'illustration d'une mauvaise gestion budgétaire et de cadeaux électoraux engagés à 9 mois de l'élection présidentielle.
Malheureusement, c'est des annonces à crédit et on profite peut-être un peu de l'incertitude en Europe en ce moment, avec notamment le Brexit, pour se dire la Commission va peut-être être plus accommodante avec la France. Profitons-en pour faire des cadeaux électoraux payés à crédit. Mais pour les socialistes, pas de changement de cap. L'essentiel est ailleurs. Non, l'objectif n'est pas remis en cause. L'objectif, c'est d'atteindre un déficit inférieur à 3% en 2017. Voilà, c'est l'objectif. Et après, les ajustements peuvent avoir lieu. Ils peuvent être plus ou moins heureux, appréciés, selon le côté de l'hémicycle dans lequel on est assis et le soutien qu'on apporte au gouvernement parce qu'on est dans sa majorité. Voilà, là on est dans la politique ordinaire, simple. Un optimisme non partagé par la Cour des comptes, très sceptique sur les objectifs affichés pour 2017. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Maurice Vincent, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Loire, merci d'être avec nous, membre de la Commission des Finances. Philippe Dallier est également sur ce plateau, bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, vous êtes le secrétaire de la Commission des Finances ici au Sénat. Et Henri Sterdignac est également avec nous sur ce plateau, bonsoir. Économiste à l'OFCE. Maurice Vincent, on voit finalement que Bercy abandonne son plan d'économie qui s'élevait à 50 milliards d'euros. L'exécutif n'avait pas d'autre choix pour financer ce qu'on a pu appeler ces cadeaux électoraux. Non, moi je ne vois pas les choses du tout de cette façon. Je pense qu'en économie, il faut s'adapter évidemment à la conjoncture en visant, c'est notre objectif, le taux de croissance le plus élevé et derrière cela, évidemment, des créations d'emplois et la réduction du chômage. Il se trouve qu'il y a des dépenses indispensables à financer. Personne ne peut remettre en cause les dépenses de sécurité, notamment. Il se trouve que le point d'indice des fonctionnaires était stable, comme vous le savez, depuis 6 ans. Et il se trouve que, par ailleurs, il y a une réserve de précaution importante en 2015, 11 milliards. Et il se trouve que le gouvernement, dans cette hypothèse-là, ne va pas... respectera son engagement européen de ramener le déficit budgétaire à moins de 3%. Donc je crois que ce sont de bonnes mesures qui permettront de donner un coup de pouce supplémentaire à la croissance. Et donc c'est une adaptation qui vient à bon escient compte tenu des autres paramètres que j'ai évoqués. Philippe Dallier, on l'entendait dans le reportage de Marie Brémaud, il y a aussi cet aspect peut-être d'incertitude européenne qui permet au gouvernement de s'accommoder un peu avec les exigences de Bruxelles, selon vous ? C'est peut-être un des éléments effectivement qui pousse le gouvernement, mais l'élément principal c'est l'élection présidentielle de 2017, les sondages calamiteux du président de la République. Donc effectivement, depuis le début de l'année, le président de la République nous explique matin, midi et soir que ça va mieux, ce qui effectivement n'est pas l'avis de la Cour des comptes et pas du tout l'avis de l'opposition nationale. Et puis donc maintenant il est lancé dans une série de cadeaux. Et le pire c'est qu'effectivement tout cela sera financé en 2017 et pour partie même en 2018. Donc on pousse devant nous la dépense publique, on renonce au plan de 50 milliards d'euros d'économie qui avait été annoncé, et puis c'est après nous le déluge, quoi, on verra bien. C'est d'une irresponsabilité qui est absolument inquiétante, et je crains que le réveil ne soit très douloureux à l'été 2017, mais comme ça sera un autre gouvernement et probablement une autre majorité, c'est le cadet des soucis du gouvernement. Et pourtant, Henri Sterdignac, le gouvernement dit qu'il parviendra malgré tout à respecter ses engagements européens de ramener le déficit public, ça a été rappelé, en deçà des 3%. Comment fait-il s'il n'y a pas ces économies ? D'abord, il y a une petite entourloupe comptable qui est que il y a une baisse de 4,2 milliards du CICE, une hausse du CICE, donc une perte de recettes fiscales de l'ordre de 4,2 milliards qui sera donnée aux entreprises en fait en 2017, mais qui figurera dans les comptes de l'État uniquement en 2018. Donc ça fait une petite entourloupe de 0,2 points de PIB. Et ces 0,2 points de PIB, évidemment, ça nous permet de conserver un objectif de déficit à 2,7. Mais si on rajoute ces 0,2 points, effectivement, ça fait 2,9. Et par ailleurs, le gouvernement bénéficie heureusement du fait que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On s'est endetté le mois dernier à 0,5% à 10 ans. Donc c'est encore et depuis le Brexit, les taux ont encore baissé. Donc le gouvernement escompte grosso modo 1 milliard d'économies grâce à ça. Il y a la fraude fiscale la lutte contre la fraude fiscale qui a rapporté un peu plus. Le gouvernement est un peu plus optimiste sur
l'issue de certains procès. Donc tout ça, normalement, ça doit permettre de conserver ces 2,7% de déficit malgré des dépenses qui vont être supérieures de 7 milliards à l'objectif. Oui, mais enfin, il faut bien comprendre une chose, c'est que d'un côté, on a des dépenses qui ne seront pas des dépenses exceptionnelles, qui seront des dépenses récurrentes, et de l'autre côté, on aligne des recettes qui sont des recettes exceptionnelles, pour la plus grande part, qui sont liées effectivement à une conjoncture qui est tout à fait exceptionnelle, mais qui quand même est grévée d'incertitudes. C'est-à-dire que le Brexit va probablement avoir des conséquences. Personne n'imagine qu'il ne va rien se passer. Donc il y a des interrogations sur le coût du Brexit en termes de pourcentage du PIB. Donc on rentre dans une période d'incertitude. Alors effectivement, la Commission à Bruxelles a peut-être les yeux ailleurs et le gouvernement en profite. Mais tout cela fait que nous prenons des risques et des risques importants pour le pays. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. Et le gouvernement a fait preuve d'une très grande irresponsabilité. Il ne faut pas le dénoncer avec force. Non, je ne suis pas... écoutez, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le dénoncer laisser dire ça. Pour deux raisons. Écoutez... Je ne peux pas laisser dire ça à Philippe. Pour deux raisons. La première, c'est que quand même, le gouvernement a fait des efforts pour réduire les dépenses publiques. Grosso modo, la Cour des comptes a dit 300 millions en 2015, la réduction c'est de l'ordre de 12 milliards. Donc, mais non, c'est ce qu'a dit la Cour des comptes. Non, absolument pas. Absolument. Et il est totalement, il faut être raisonnable, une réduction des dépenses publiques de l'ordre de 10 milliards par an, c'est possible. Au-delà, ça devient difficile. Donc, grosso modo, le gouvernement va réduire les dépenses publiques en 3 ans de 30 milliards. C'est déjà pas complètement négligeable. Et puis, d'autre part, en période d'incertitude, je suis désolé de le dire, il faut quand même laisser un peu filer le déficit et pas être trop restrictif. Oui, moi je rejoins ce que dit M. Sterdignac, mais je veux rappeler à notre collègue Dallier que nous sommes partis d'un déficit de 5,7% du PIB. Nous allons terminer à 2,7 ou 2,9. On discute là sur des ajustements. C'est ça qui est essentiel. Nous avons ramené durant ce quinquennat la France dans une trajectoire budgétaire qui est acceptable. Et moi, je ne suis pas favorable pour que nous allions trop loin, si vous voulez. Il n'y a aucun intérêt à ramener le déficit à 2, voire à 1%, si ce n'est qu'à ce moment-là, nous casserions la croissance et nous perdrions autant en recettes. Donc je crois que c'est un ajustement qui est vraiment souhaitable. Il y a la lutte contre la fraude fiscale, je voulais le souligner, qui sont des recettes supplémentaires importantes et qui sont à l'actif aussi de ce gouvernement. 1,4 milliard d'euros, mais est-ce que l'exécutif ne se trompe pas dans ses calculs justement écoutez, moi je reviens sur ce qui a été dit sur recettes. Écoutez, le commentaire, l'analyse de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2015, il y en a eu plein la presse. Je suis étonné que vous parliez de ces chiffres-là. Quand on retraite les chiffres de toutes les dépenses exceptionnelles, la Cour des comptes trouve une réduction du déficit en 2015 de 300 millions d'euros. Autant dire strictement rien. Donc, et c'est bien ça le problème, c'est que le gouvernement n'a pas fait de réforme structurelle et il n'arrive pas à contenir la dépense. On ne réduit pas la dépense, on en limite la hausse. Voilà. C'est l'important, et le gouvernement, qui il y a 2 mois disait encore, c'est même pas il y a 2 mois, c'est il y a 2 jours, disait encore effectivement il faut mener au bout ce plan de 50 milliards d'euros d'économie. Et je rappelle d'ailleurs au passage que au fil du temps, il les a repoussés à la fin du quinquennat, les économies de 50 milliards. Donc effectivement, il n'y arrive plus là. Et aujourd'hui, il est bien obligé de reconnaître, avec les annonces supplémentaires de dépenses, que ça ne sera pas le cas. Voilà. Il faut donc, quand même, le gouvernement change d'avis et c'est ça qui est terrible. Le slogan de Hollande, c'était le changement c'est maintenant, mais il s'est trompé, c'est le changement c'est tout le temps. Ouais. D'un côté, le gouvernement a fait passer le rythme de croissance des dépenses publiques en volume qui était de 1,6% à 0,6%. C'est déjà un effort qui est pas mal. Et d'autre part, le gouvernement a dégagé 40 milliards, c'est-à-dire 2% du PIB pour réduire les impôts sur les entreprises, et c'est ces 2%, il ne faut pas les oublier, ces 2%, c'est important. Actuellement, en 2015, on a un déficit hors charge d'intérêt qui représente 2 points de PIB, et ces 2 points de PIB, c'est les réductions d'impôts sur les entreprises. Le gouvernement a fait un choix qu'on peut discuter, mais il faut le voir sereinement. Il a choisi de ne pas accélérer la réduction du déficit pour pouvoir donner
pouvoir baisser de 40 milliards les dépenses aux entreprises. C'est un choix qui, du point de vue économique, se comprend. D'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique, Maurice Vincent, c'est vrai qu'on a le sentiment que cet élément déterminant qui était ce plan de 50 milliards d'euros d'économie qui avait été annoncé par Manuel Valls lors de son arrivée à Matignon, finalement, on ne le tient pas et c'est annoncé comme ça en fin de quinquennat. On ne sera peut-être pas à 50 milliards, nous verrons bien. C'est sûr que non. L'essentiel, très loin. Il est important de s'adapter à l'évolution d'une conjoncture. La croissance repart, provoque de nouvelles recettes. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'ajuster finalement ces paramètres pour favoriser la croissance et l'emploi. Il y a une différence, c'est vrai, de fond avec les Républicains, qui est très importante dans les débats que nous avons et qui ne porte pas sur 0,2%. Qui est important, mais qui est même secondaire. Le projet des Républicains vise à des économies de 100 milliards, 150 milliards, des suppressions de 300 000 emplois dans la fonction publique. Il y a aussi des différences entre vous, je le note, tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin c'est la tendance. Donc c'est là que porte le débat, c'est pas sur 0,2 ou 0,3%, c'est faut-il, dans l'avenir, essayer de garantir un niveau de dépenses publiques pour favoriser des services publics efficaces et une croissance économique la plus forte possible, ou faut-il plonger dans à mon avis, une course de vitesse qui nous amènera à des choses extrêmement désagréables, une rupture de la croissance et une reprise en flèche du chômage. Moi, je préfère... Mais une reprise en flèche, il est à 3,5 millions, le chômage, il n'a pas baissé, malgré... écoutez, on est en 2016, il n'a pas baissé. Sur les chiffres du bien sûr, il n'a pas baissé. Donc, excusez-moi, vous avez échoué de ce point de vue-là. C'est une dynamique. Après, quand même, il faut redire un certain nombre. Il y aura eu 3 phases dans ce quinquennat. La première, elle s'est terminée le 31 décembre 2013, quand le président de la République s'est rendu compte de la catastrophe liée à l'assommoir fiscal, 30 milliards d'impôts et taxes en plus. Fin 2013, il sonne la fin de la partie, on nous annonce le social-libéralisme et effectivement des réductions de dépenses pour tenir la dépense. Ça a tenu 2014 et 2015. Ça a commencé à donner quelques résultats. Effectivement, les entreprises ont commencé à réinvestir un peu, la consommation des ménages est repartie un peu. On a fait 1,3% de croissance l'an dernier. Et fin de la deuxième partie, à l'approche des élections, on relâche les vannes et on pousse les dépenses devant nous. Excusez-moi, ça a été un changement de pied permanent pendant ce quinquennat. Et avec une politique telle que celle-là, nous n'avons aucune chance d'atteindre les résultats qui ont été sans cesse repoussés devant nous. Alors, nous avons intérêt, tous les trois ici autour de la table, et les Français en particulier, à prier le ciel pour qu'effectivement les taux d'intérêt ne remontent pas, que la crise des banques italiennes, de la banque allemande, la Deutsche Bank, qui a des difficultés, et que le Brexit ne perturbe pas une conjoncture qui a été étonnamment calme depuis 2012. Vous n'en avez pas profité pour réduire les dépenses et vous faites ainsi peser un risque considérable. Nous avons réduit les dépenses de manière raisonnable. Mais si peu. De manière raisonnable. Il faut bien voir qu'on peut faire le projet qu'on veut de réduction des dépenses à horizon de 2-3 ans. Il y a un certain nombre de dépenses qui... à l'année se retrouve totalement indispensable. Je veux dire, obligatoirement, il faut dépenser plus pour la défense, il faut dépenser plus pour la police. On s'est aperçu que des mesures comme l'aide à l'embauche des petites et moyennes entreprises et les mesures en faveur de la formation ou la garantie emploi des jeunes, ça marchait. Donc la mesure de suramortissement de l'investissement. Oui, on l'avait d'ailleurs proposé, ils ont fini par le faire. C'est bien. Ça marche, mais enfin c'est des trucs qui marchent et donc le gouvernement logiquement le prolonge. Non, il y a beaucoup de choses qui marchent. Le gouvernement logiquement le prolonge en 2017. C'est pas catastrophique. Il y a une incertitude économique. Mais ça on l'a voté. Hein. Oui, d'accord, mais je veux dire. Moi, je ne fais pas de politique. Non, il y a une incertitude économique. Une de nos propositions. Il y a une incertitude économique et il n'est pas stupide de dire, dans cette incertitude économique, on supporte, on aide un peu les entreprises qui veulent embaucher, les entreprises qui veulent investir. C'est pas choquant. Il y a l'effort aussi pour les collectivités locales qui avait été trop fort. L'effort réduit un peu. Non, on étale sur 2 ans. Une des conséquences aussi, c'est que les lettres de cadrage envoyées au ministère ont été abandonnées. C'était le moment finalement de desserrer les taux comme ça. Mais moi, je pense que le moment, c'est le temps qui permet d'ajuster une politique pour être le plus efficace possible pour l'emploi et pour la croissance. C'est ce que je disais à l'instant. Notre collègue Dallier
évidemment, met l'accent sur l'incertitude. Moi, j'ai une certitude. Mais l'économie n'aime pas ça, l'incertitude non plus. Oui, et nous rentrons dans une période mais d'incertitude. bien sûr, et personne ne peut être satisfait de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et de ses conséquences. Mais on peut voir les choses pour l'avenir en noir ou de manière très incertaine. Notre collègue Philippe Dallier oublie de dire que entre M. Chirac et M. Sarkozy, on a eu un accroissement de la dette de 900 milliards et que la politique de 900 milliards et que la politique de ce gouvernement va la stabiliser, qu'on le veuille ou non, et c'est pas les 0,2% dont on parle qui changeront les choses, en dessous de 100%. Et je trouve que c'est bien. Et les mesures qui sont prises ne remettent absolument pas en cause cette trajectoire. Donc je pense qu'on est dans le pragmatisme. On est aussi dans des dépenses publiques indispensables, parce que je crois que Philippe Dallier le reconnaîtra, l'effort sur les effectifs de défense nationale. Nous sommes les premiers à avoir interrompu la baisse des effectifs. Pour la police, la sécurité sont indispensables. En fait, il n'y a pas beaucoup de dépenses nouvelles qui sont vraiment contestées par les Républicains, sauf dans la perspective de l'élection présidentielle, avec des propositions qui sont, à mon avis, dramatiques. Les moins de 300 000 emplois, je ne sais pas qui les mettra en place. En Allemagne, qui est un pays assez comparable à la France, la dépense publique est de 200 milliards inférieure à ce qu'elle est dans ce pays. Alors qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'y a pas de possibilité de réaliser véritablement des économies. Je pense qu'en un quinquennat, on n'atteindra pas les 30 milliards. C'est bien en dessous de ce qu'il faudrait faire pour redonner de l'air aux entreprises, aux ménages et pour faire en sorte allez voir sur CERFI, qui est un site d'inspiration patronale. Vous verrez, il y a une très belle vidéo qui explique pourquoi les dépenses publiques en Allemagne ne sont pas de 200 milliards inférieurs. C'est l'enfer en Allemagne et le paradis en France. Vous avez certainement raison. Une des raisons. Mais nous mourrons guéris. Par exemple, vous savez que nous mourrons guéris. On a deux fois plus d'enfants actuellement en France qu'en Allemagne, et que du coup, on a effectivement des dépenses d'éducation qui sont plus élevées, et que par ailleurs en Allemagne, il y a beaucoup de dépenses qui en France sont considérées comme des dépenses publiques, par exemple des dépenses de santé, des dépenses de retraite, des dépenses d'éducation, qui en Allemagne sont comptablement considérées comme des... Tout ça ne fera pas 200 milliards. Comme des dépenses privées. Ça ne fera pas 200 milliards. Et puis l'Allemagne n'a pas la bombe atomique. C'est un choix français. Et à force d'expliquer aux Français qu'on ne peut rien faire, on peut faire des choses, de laisser courir la dette. Parce que, non. Mais si, bien sûr. Beaucoup moins que vous. Attendez, entre 2007 et 2012, vous pourriez avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que nous avons encaissé la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines. Ça a été, depuis 1929, la pire des crises. Vous avez eu 4 années de calme. Avant 2007, et vous n'en avez pas profité pour faire les réformes structurelles. La dette continue, elle progresse. Et là aussi, il y a un tour de passe-passe de 22 milliards sur la dette, puisqu'on a effectivement fait payer des prix d'émission. 22 milliards, effectivement, de tour de passe-passe. Donc la dette, elle compte. Non, ça, c'est vraiment faire payer aux suivants les économies d'aujourd'hui. Donc nous laissons filer la dette. Eh bien, je vous le dis, il faut effectivement prier pour que les taux d'intérêt ne remontent pas, parce que 100 points de base. C'est l'intérêt de tous. C'est l'intérêt de tous, mais c'est un risque. Et ce risque, vous faites comme s'il n'existait pas. Non, pas du tout. Et vous prenez un risque très important. On est dans une situation mondiale qu'il faut considérer. Il y a tous les pays, que ce soit le Japon, la Grande-Bretagne, les États-Unis, durant la crise et après, ont été obligés d'augmenter leur déficit et leur dette publique. Mais la France n'a pas fait pire. On fait moins bien que tout le monde en Europe. Que ce soit on fait moins bien que tout le monde en Europe. On n'a pas fait pire que les Anglais, on n'a pas fait pire que les Japonais, on n'a pas fait pire que les Japonais, heureusement, que les États-Unis. Donc, Maurice Vincent, sur la dette, est-ce que la gauche l'a laissé filer pendant ce quinquennat? C'est ce que dit Philippe Dallier. Non, mais c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé par le passé. Oui, mais vous n'avez pas vécu les crises dont j'ai parlé. Nous avons divisé par 2 le déficit, en pourcentage du PIB, le déficit annuel. Oui, 5,7, 2,8. Ça sera pratiquement... Mais on est à 3,6. Non, mais moi, je ne parle pas de l'avenir. Je vous donne les chiffres. Mais je pense que ce débat est intéressant car il montre des vraies divergences. Il y a une divergence de fond qui sera... mais c'est normal et il faut les assumer. Les Républicains, aujourd'hui, sont favorables à une saignée sur... Mais oui, 100 milliards, 150 milliards, 300 000 emplois supprimés dans le secteur public, c'est une saignée sur les dépenses publiques considérable. Ça aura des effets désastreux sur la croissance et sur l'emploi. La gauche et les socialistes, nous ne sommes pas favorables à ça. C'est très simple. Nous sommes favorables à une gestion pragmatique, rigoureuse mais pragmatique des dépenses publiques. Nous avons là une petite marge de manœuvre de quelques milliards.
Nous l'utilisons le mieux possible, mais le vrai débat, c'est entre la saignée, la déflation au niveau des dépenses publiques et, je dirais, une gestion raisonnable qui conforte le modèle social français. Voilà, on est toujours à 3,5 millions de chômeurs, mais tout va bien. Non, il y a certaines choses qui s'améliorent un tout petit peu, mais fondamentalement, la situation n'est pas bonne et nous supportons un risque qu'il n'est pas acceptable de laisser filer. Et vous le laissez filer, et ça, vous portez une grave responsabilité. Un déficit de 2 points de PIB, un déficit hors charge d'intérêt de 2 points de PIB n'est pas excessif. Compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation économique, n'est pas excessif, compte tenu de la situation économique de la France et en comparaison avec des pays comme l'Angleterre, les États-Unis. Puisqu'on arrive au terme de ce débat, vous parliez tout à l'heure d'une entourloupe. Est-ce que Bruxelles va cautionner cette entourloupe française ? La réponse est oui. Cette entourloupe, elle est acceptable du point de vue de la comptabilité. Étant moi-même statisticien, je peux vous dire que du point de vue de la comptabilité nationale, elle est acceptable. Évidemment, du point de vue économique, c'est pas justifié. Mais d'autre part, Bruxelles aujourd'hui doit s'occuper de l'Espagne, elle doit s'occuper du Portugal où la situation est pire que la France, donc ça va passer. Eh bien, merci pour ce débat. En attendant le débat parlementaire au Sénat sur l'orientation des finances publiques qui s'annonce animée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, on va plus loin, présenté ce soir par Perrine Tarnot et Paul Bouffard. Bonne soirée, à demain, 14h45.